Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième édition de Plus Bruyant avec Tabibian. Au sommaire de cette émission, la suppression du corps diplomatique par Emmanuel Macron, une décision unilatérale de notre leader suprême qui met fin à plusieurs siècles de tradition et d'influence de la France. À suivre, l'entraînement militaire français à Djibouti. Depuis maintenant 2 semaines, les forces militaires françaises se préparent à un conflit de haute intensité face à la Russie de Vladimir Poutine. Quel est l'état de l'armée française? A-t-elle les moyens de ses prétentions? On en parlera avec notre expert militaire Georges Kuzmanovic qui a fait l'armée et qui était donc très bien placé pour nous répondre. En troisième partie, le retour du scandale McKinsey avec de nouvelles révélations qui font le tour des médias. Notre avocat Pierre Gentillet nous dira si oui ou non il y a conflit d'intérêts et surtout essaiera de définir cette notion obscure, il est vrai, pour pas mal d'entre nous. Et enfin, en quatrième partie, une double question, l'hôpital français et les partis politiques français sont-ils des espèces en voie d'extinction à l'heure de l'américanisation de notre société? Et sans plus attendre, on commence bien évidemment avec la première partie de cette émission, c'est le gros coup de gueule de la semaine de Georges Kuzmanovic. Le coup de gueule, c'est le décret du 16 avril, voulu par Emmanuel Macron, et qui achève de casser la haute fonction publique telle qu'elle existe actuellement. Littéralement, ça supprime le corps des diplomates français qui était déjà bien mis à mal par les précédents présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande, pour l'affaiblir au profit d'une souveraineté européenne. Et la constitution d'un immense pâté qui va regrouper tous les fonctionnaires qui ne sont plus dépendants de leur ministère d'appartenance. Jusqu'à maintenant, par exemple, les diplomates français rentraient par un concours, des concours spécifiques, dépendant du Quai d'Orsay, le plus célèbre d'entre eux étant le concours d'Orient. Tout cela est supprimé, il y aura un dernier concours pour 2022, et puis ce sera fini. Tout passera par la nouvelle école voulue par Emmanuel Macron, parce qu'avant, en 2021, il avait supprimé l'ENA, dont il est issu. Ça a été remplacé par l'Institut national supérieur de la fonction publique, quelque chose de ce genre, l'INSP, oui. Où les différents corps seront mélangés. Ce qui permettra de nommer des gens un peu à l'américaine. Mais pour le dire, j'aimerais, c'est pour ça que j'ai mon téléphone sur moi, là, Vas-y. citer le tweet d'un certain Gérard Haraud. Et après avoir dit qu'il... C'est l'ambassadeur aux États-Unis, si je ne me trompe. Ça il me pète tout mon effet. Désolé, j'ai voulu faire l'intelligent. On va le faire. Donc, Gérard Haraud écrivait ce tweet. Le journal officiel publie la suppression du corps diplomatique. La France sera donc le seul grand pays occidental sans diplomate professionnel. Une histoire de plusieurs siècles s'achève ainsi. La porte est désormais ouverte aux nominations à l'américaine. Donc c'est ce que je disais. Alors ce qui est intéressant avec Gérard Haraud, c'est que c'est pas le Pékin moyen du Quai d'Orsay. C'est un très très grand diplomate français. Il a été, comme vous l'avez dit, ambassadeur aux États-Unis, il a été ambassadeur en Israël, donc dans les pays relativement importants pour les relations extérieures de la France. Ouais, c'est pas Nathalie Loiseau, quoi. Non. Et il a été, en 2017, conseiller diplomatique du candidat Emmanuel Macron. Donc c'est pas non plus le gars le plus anti-macroniste qu'on puisse trouver, c'est pas un bolchevique le couteau entre les dents, c'est pas un mélenchoniste, rien de cela, mais c'est quelqu'un qui, je pense, comme beaucoup des membres des grands corps d'État, se sont fait avoir. Bon, certains pourraient considérer que c'est une mauvaise chose, mais perdre le corps des diplomates, en tout cas tel qu'il existe, c'est vraiment mauvais pour la France. Par exemple, la diplomatie dite arabe, la diplomatie française envers les pays arabes, s'est très largement effondrée sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande et sous Emmanuel Macron, et ça va s'aggraver. Parce qu'en lieu et place d'avoir des conseillers et des ministres conseils, ce sont des fonctions et des grades au Quai d'Orsay dont sont tirés les futurs ambassadeurs, qui étaient des gens, alors effectivement, membres d'une caste, mais qui étaient très très spécialisés sur leur zone, qui maîtrisaient des langues, des dialectes, connaissaient la géopolitique, l'anthropologie, les cultures, et étaient un des nombreux relais de relations diplomatiques, mais aussi commerciales, culturelles, avec tel ou tel pays ou telle zone géopolitique. Eh bien, cette spécificité, cette force-là va disparaître. Comme est disparu avant le corps de la préfectorale, donc les préfets, hérité quand même de Napoléon Bonaparte. Le corps des préfets
très très ancien. C'est le relais dans les départements du pouvoir exécutif. Alors c'est un corps très spécifique, mais qui a aussi des compétences particulières. Tout le monde ne peut pas être préfet. Or là, Emmanuel Macron supprime ce qui, d'une certaine manière, est une forme certaine forme de contre-pouvoir. Une forme de pouvoir. Parce que quand on a des corps constitués qui ont des intérêts particuliers de corps, qui défendent une certaine vision de la diplomatie française ou une manière de gérer l'exécutif dans les départements, eh bien, on se soumet de plus en plus à une seule autorité, puisque c'est ça là, aussi une des conséquences, à qui on est redevable et dont dépendront les nominations. Et donc, on pourra avoir des choses tout à fait baroques, comme des gens qui ont fait quelques années de carrière au ministère à Beauvau, au ministère de l'Intérieur, puis qui sont nommés ambassadeurs. Toute cette société civile de plouc qu'on nous a mis à l'Assemblée, on va faire pareil dans le corps diplomatique. Exactement. Et à la préfectorale. Et donc, il s'agit d'un affaiblissement global de l'État, ce qui est à l'œuvre depuis des années avec les néolibéraux, en particulier avec la France, que la France, c'est l'État-nation, hérité de la Révolution française, et avant... des rois de France qui ont bâti ce concept-là. L'objectif est de transférer la souveraineté, mais Emmanuel Macron l'a toujours dit, il l'a dit en 2017, il le dit aujourd'hui, transfert de souveraineté à des instances supranationales, et ça demande de casser ces fleurons de ce qu'est l'État-nation. Donc c'est un affaiblissement de l'État, donc un affaiblissement de la France. Et comme le dit M. Haro, encore une fois, qu'on ne peut pas suspecter de macronisme, de bolchevisme, ou d'antimacronisme primaire, ou d'extrémisme quelconque, c'est un affaiblissement, tout simplement, de la France, alors que nous avions le deuxième corps diplomatique mondial. Et que la France, de par son statut en particulier hérité de la Deuxième Guerre mondiale, avec la vision qu'on avait de Gaulle de nation pivot entre les grandes forces, l'URSS et les États-Unis, eh bien ce statut qui faisait notre force se perd dans le marais européen, dont pour le moment rien ne ressort de tangible, si ce n'est plus d'inféodation à l'OTAN et aux États-Unis. Donc voilà, c'est encore un peu moins de France, un peu moins de ce qui fait que c'est un grand pays, c'est dommage. Et donc, du coup, concrètement, qu'est-ce qui va changer au niveau des nominations? C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron lui-même qui va dire toi, t'es diplomate, toi, t'es diplomate, toi, t'es diplomate, sans le passage par des concours, sans postulat, sans nécessité, parce qu'on nous a mis des créateurs de jeux vidéo députés, donc est-ce qu'on peut nous mettre, je sais pas, un mec qui est à la tête d'un think tank, tiens, t'es diplomate, je sais pas qui t'es. Mais c'est pas la même chose. Là, je suis pas d'accord avec toi. Hein. On peut être créateur de jeux vidéo et député. Justement, l'idée de la députation, c'est de représenter la nation. Non mais oui, il n'y a pas de... Non, c'était pas le problème jeux vidéo, c'était le problème Bruno Bonnel. Je parlais spécifiquement. Ah, d'accord, voilà, c'est autre chose. Non, mais c'est comme dire, on met des poissonniers députés. Oui, malheureusement, il n'y a pas assez de poissonniers, d'artisans, d'ouvriers députés. C'est un des problèmes de la France. Mais est-ce qu'on a besoin de poissonniers diplomates? Non, mais par contre, on a besoin de diplomates compétents qui se sont améliorés d'année en année dans leur métier, dans leur zone d'expertise. Ça, on va le perdre. Alors, il y a un concours. Le concours du l'UNSP, c'est quand même un concours qui remplace l'ENA, mais ça va quand même être le même moule. C'est des gens qui vont venir de Sciences Po, qui vont faire ce concours-là, et qui sera ouvert à ouvert à tout. On pourra être toutologue dans la fonction publique, ce qui est problématique. Surpris par cette décision d'Emmanuel Macron? Non, moi je rejoins ce qui a été dit, ça va dans le sens d'un affaiblissement de l'État, ça ne me surprend pas de la part d'Emmanuel Macron, ça correspond à son idéologie. C'est vrai que cette destruction des grands corps d'État, moi, en tant que Français, en tant que citoyen, m'inquiète quand même beaucoup. Il y a quand même parce que là vous avez cité Gérard Haro, je pense qu'il y a un autre souci qui mine beaucoup la fonction publique, et on peut appliquer ça à la diplomatie et à d'autres secteurs, vous allez comprendre. C'est tout ce qui touche les conflits d'intérêts et tout ce qui touche l'indépendance et l'influence de certains lobbies, et en particulier sur la diplomatie. Je pense à des think tanks en particulier, des think tanks otaniens, parce qu'on parle beaucoup, vous savez, des Russes qui sont partout, des lobbies russes, etc. Bon, j'en connais pas beaucoup. Par contre, les instituts néoconservateurs, la French American Foundation, la Rand Corporation, exactement, voilà, tous ces instituts-là, ils existent et ils ont leur relais dans les hauts corps diplomatiques d'État.
Donc j'en profite, j'avais pas de coup de gueule à passer, mais c'est peut-être pas très d'actualité, mais c'est vrai que souvent, surtout aujourd'hui, on a tendance à être un peu paranoïaque quand on parle de la Russie. Ça serait bien un petit peu aussi de voir qu'on a un vrai problème d'indépendance à cause de l'ingérence otanesque, en particulier dans la diplomatie française, de manière générale européenne. Je pense que le pays là-dessus qui est le plus gangréné, je pense que c'est l'Allemagne, malheureusement et incontestablement. Ah oui, mais c'est historique. C'est-à-dire depuis 1949, il y a clairement une inféodation sur le plan diplomatique. Mais même plus, maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que l'Allemagne et les États-Unis ont vraiment des intérêts convergents, déjà pour enserrer la France et diplomatiquement, l'isoler au niveau européen. Et l'Allemagne s'arrange avec les États-Unis pour être l'interlocuteur vis-à-vis de la Russie. Parce que vous savez, dans son histoire, l'Allemagne a quand même eu pas mal de contentieux avec la Russie, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Donc voilà, donc pour prolonger sur ce que vous disiez, je voulais juste apporter une réflexion supplémentaire, c'est que c'est pas seulement la qualité de nos hauts fonctionnaires, c'est aussi leur indépendance. Et ça, c'est aussi un gros chantier qu'il faudra un jour rouvrir, quoi. Et ça me permet de rebondir parce que j'avais oublié. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de réforme de la fonction publique. On change, les temps changent. Et donc, il n'y a pas de raison que les corps d'administration ne changent pas. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a une réforme qui n'a pas été menée. C'est celle du pantouflage. Et donc, la collusion d'intérêts est tout à fait intéressant. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pantouflage, c'est le terme français pour désigner ceux qui font une partie de leur carrière dans la fonction publique et puis basculent dans le privé. Alors évidemment, c'est pas des gens de catégorie C qui basculent dans l'entreprise de serrurerie du voisin, c'est pas ça, on s'en fout un peu. C'est plutôt les très très hauts fonctionnaires, ceux qui sont très bien sortis de l'ENA, qui sont dans les grands corps d'État et qui doivent tout à la République et qui doivent leur recrutement dans des grands cabinets de conseil, dans des grandes banques, à l'exemple d'Emmanuel Macron sorti de l'ENA qui est rentré à la banque Rothschild, qui doivent leur recrutement dans ces entreprises privées mastodontes, c'est des grandes entreprises financières, des multinationales, grâce à leur carnet d'adresses et leur connaissance des investissements qui vont venir dans l'État, de qui il faut appeler pour faire passer une proposition d'investissement de telle ou telle entreprise. Et donc, ça on n'a pas touché. Non. Alors que c'est ça qu'il faudrait toucher. Mes amis du groupe La France Insoumise ont exprimé à l'occasion de la présentation de ces amendements nos vues sur le sujet. Permettez qu'au moment où l'on va passer au vote, je ramasse une certaine vision que nous voulons porter de l'État. Nous comprenons, parce que c'est une liberté individuelle, qu'on quitte la fonction publique. Mais alors, il faut dire les choses comme elles sont. On ne la quitte pas du fait de ses seules vertus et talents, car du talent, il y en a partout. On la quitte parce qu'on a un carnet d'adresses et un réseau d'influence. C'est donc une façon d'acheter le résultat de ce qui a été acquis au service de l'État par des intérêts privés. Deuxièmement, le haut fonctionnaire en question, c'est dorénavant que non seulement il est possible, mais bien vu, bien accepté, encouragé de passer du public au privé et d'y revenir. C'est une source de corruption morale. Nous sommes d'accord pour que les gens partent, mais nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils reviennent. Et je voudrais la saluer. Alors, j'avais fait à un moment une époque, mais là, c'est notre ami Arnaud Montebourg. Dans son livre L'engagement, il avait évoqué, il a comparé ceux qui font Saint-Cyr. Donc Saint-Cyr, c'est l'école des officiers de l'armée de terre. C'est une grande école, il y a un concours, et ceux qui font l'ENA. Il avait constaté que ceux qui font Saint-Cyr, quand on sort de Saint-Cyr, après un concours sélectif, puis après il y a 3 ans sélectif, on fait une école d'application, artillerie, infanterie, char, et puis on est lieutenant. On commence en bas. Puis on commande 30 hommes, puis après, au bout de 5 ans, on passe capitaine, puis ainsi de suite. Et on commande un régiment, donc 1000 soldats, 1200 soldats, ou après on devient général, mais à 35 ans pour les meilleurs, 40 ans, 45 ans. L'ENA, c'est, vous sortez à 25 ans, vous êtes colonel tout de suite, sans avoir aucune expérience du terrain, et vous dirigez alors, c'est une comparaison, mais voilà. En nombre de personnes sous ta responsabilité. Voilà, ça, par contre, ça serait une belle réforme aussi. Donc, arrêter le pantouflage. Parce qu'on n'imagine pas un militaire qui fait Saint-Cyr, qui dit « Bon, j'ai fait commandant, j'ai fait 15 ans, je sers dans l'armée française. Là, je pars 5 ans dans une unité de mercenariat, Wagner, par exemple, parce que j'ai des compétences, puis ils me payent 100 000 € par mois. Et puis je reviendrai dans 5 ans pour faire colonel dans l'armée française. » Tout le monde dirait « Mais ça va pas, non, bonhomme? C'est l'armée française, point. » Ou alors tu quittes, et puis tu quittes définitivement. Mais non,
on a cette logique qui est possible dans l'administration française. On travaille des années à la Cour des comptes et puis on passe dans une institution financière. Bon, et ça c'est délirant. Et l'autre réforme, c'est d'avoir, pourquoi pas, une entrée, un concours commun. Mais puis on choisit un corps particulier, mais on commence en bas. On n'est pas tout de suite chef d'état-major à 25 ans. Il y a un autre sujet. Président à 36. On va comme ça de fil en aiguille. Oui, mais il y a un autre sujet, je pense à ça. Quand on parle du pantouflage, un gros sujet pour éviter tout ce qui est conflit d'intérêts, influence, etc. Je pense qu'on gagnerait à mettre en place une loi pour interdire aux politiques, en particulier aux anciens ministres régaliens et premiers ministres, d'intégrer des fonctions dans des sociétés privées étrangères où les États sont actionnaires. Et là, je vais parler de manière générale, parce que j'ai parlé des Américains avant. Moi, je trouve ça choquant que François Fillon ait intégré le conseil, ancien Premier ministre français, ait intégré le conseil d'administration d'une entreprise russe et reçoive du coup de l'argent de cette entreprise russe. Je trouve ça également choquant que Gérard Schroeder ait été mis, je crois, président de Gazprom Bank, comme je trouve choquant que d'anciens présidents de la Banque Centrale Européenne, que d'anciens dirigeants d'institutions internationales ou d'institutions européennes se retrouvent à travailler après pour des entreprises américaines comme General Motors. Je trouve ça, si vous voulez, moi je trouve que là, parce que typiquement ce qui se passe dans ce genre de cas, c'est qu'ils vont... Pourquoi est-ce qu'on les nomme président du conseil d'administration ? Pas parce qu'ils ont une expertise particulière, par exemple pour Gérard Schroeder dans la banque, pour Gazprom Bank, mais simplement parce qu'ils vont apporter leur réseau, leur carnet d'adresse. Et le carnet d'adresse, il est où ? Il est bien évidemment encore dans l'État. Et la question qui se pose toujours en droit quand on parle des conflits d'intérêts, c'est la question de la preuve. Et ça, c'est toujours très difficile à prouver. Moi, je trouve qu'il y a une présomption là qui devrait faire obstacle et qui devrait interdire à tous les politiques... Alors, pas tous les politiques, mais les politiques qui ont eu accès à des fonctions régaliennes qui touchent les intérêts de l'État, on peut inclure aussi le ministère de la Santé, évidemment, et leur interdire d'exercer dans ce type d'entreprise où un État étranger est actionnaire minoritaire à hauteur de 10%, ça se négocie. Mais ça fait vraiment partie aussi des sujets qu'il faut savoir étudier et prendre à bras-le-corps pour travailler notre indépendance. Moi, je trouve ça choquant. Question de Crazy Bisounours donc, qui nous dit: n'y a-t-il pas le risque que nos diplômés de grandes écoles aillent servir d'autres nations et fassent le travail contre nous au final, à force de casser tous ces corps justement où ils n'auront plus de débouchés? Non, mais ils auront des débouchés, juste la manière dont on va être recruté ne sera pas la même, et ils n'auront pas les mêmes compétences. Mais là, ceux qui sont actuellement... sont quand même des gens, c'est pas comme l'armée, mais c'est quand même des gens qui sont attachés au service de la France. À part quelques cas particuliers, je vois mal des gens du corps diplomatique basculer au service de l'étranger, à l'exception de l'Union européenne, ce qui a été fait au moment où Madame la baronesse Ashton était ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, où il y a eu un premier coup donné au corps diplomatique français, un peu de la même manière qu'on donne un coup aux officiers supérieurs français, en les nommant, en leur donnant des postes extrêmement bien rémunérés, non pas pour le coup à l'Union européenne, mais à l'OTAN, et qui les atlantise alors que les autres sont européisés, et donc se mettent au service de l'Union européenne. Parce qu'une des conséquences de cette réforme, de la fin de ce corps diplomatique français, alors ça va pas se faire demain, dans un an, il y a un dernier concours, tu m'as dit. Oui, mais un dernier concours, mais il y a ceux qui sont en place, qui finissent leur carrière, donc bon, c'est quelque chose qui va se faire, pas immédiatement, mais il y a ce concept de mutualisation des compétences des affaires étrangères avec l'Union européenne. Donc il y a des endroits où on ne sera pas représenté par un ambassadeur ou un diplomate français, mais par un ambassadeur européen. Okay. Alors là, c'est une sortie de route totale. Et on a un petit prof de lettres qui nous fait remarquer dans le chat justement que tout ça est dans la continuité de la suppression d'un certain nombre d'autres concours du public, comme le CAPES. Il y a une volonté manifeste, encore plus clairement manifeste avec Emmanuel Macron, de détruire l'État. Et encore une fois, pour que tout ça se fonde dans un ensemble plus grand, et là, ça nous amène aux questions liées à l'Union européenne. Parce que si on veut que notre diplomatie soit moins indépendante, c'est qu'elle soit plus dépendante de quelque chose d'autre ou de quelqu'un d'autre. Donc des intérêts étrangers, des intérêts privés.
Et ici, soit des intérêts privés, soit des intérêts étrangers, qui sont des intérêts publics ou parapublics, comme les intérêts de l'Union européenne, si tant est qu'il y ait des intérêts à l'Union européenne. Ce que vous avez décrit, ce n'est pas souci à l'Union européenne. L'avant-dernier président de la Commission européenne, M. Barroso, il a fini à Goldman Sachs. Oui, c'est ce que j'avais en tête, pardon, merci. Oui, voilà. Et Prodi, qui est Premier ministre d'Italie, avant était à Goldman Sachs, et quand il était à Goldman Sachs, c'est lui qui a fait les carabistouilles. Il dit qu'il n'était pas au courant pour faire entrer, pour maquiller les comptes de la Grèce pour qu'elle puisse rentrer dans la zone euro. Dans la zone euro. Et après, il a été patron de la BCE. Donc là, on a une collusion, ce que vous disiez, d'intérêts manifestes entre le privé et les différents services publics, qui est totalement problématique, adémocratique et qui conduit à la fin, par voie de conséquence, à l'affaiblissement du service public au service des Français. Alors, il y a un autre corps dont tu as parlé, que tu as mentionné justement dans ta démonstration, qui lui aussi subit de plein fouet une destruction de l'intérieur, c'est l'armée française. C'est la dernière grande nouvelle de ces dernières semaines. C'est officiel depuis maintenant 15 jours, on l'a appris grâce aux Parisiens, l'armée française s'entraîne à la guerre de haute intensité contre la Russie à Djibouti. Déclaration de l'état-major, maintenant les Russes sont en face de nous. Depuis mi-mars, 2100 soldats français ont été déployés dans un exercice grandeur nature. Le nom de code de l'opération, c'est Wakri. L'aviation, la marine et les forces terrestres se sont coordonnés pour repousser un ennemi fictif pour le moment, mais aux forces équivalentes à celles auxquelles pourrait être confrontée l'armée française. Là, pourquoi on reparle de haute intensité? Parce que ces forces adverses, à peu près équivalentes aux nôtres, en compétences, en nombre, en capacité, en tactique, on les retrouve. On le voit bien, voilà, il y a un retour des Russes. On les avait pas oubliés, on les voyait moins, on était moins confrontés. Maintenant, on les a en face de nous. Bien évidemment, de nombreux médias sont invités à suivre l'élite des troupes françaises. L'état-major nous assure que tous les meilleurs matériaux à disposition de l'armée française ont été déployés en vue de cet exercice. Étrangement, pourtant, l'article du Parisien mentionne des hélicoptères Puma, Gazelle ainsi que des Mirage 2005. Donc pas de Rafale, mais bon, c'est censé être le meilleur matériel. Depuis maintenant, donc cette annonce, on a à peu près 2 fois par jour des articles de tous les journaux, Sud-Ouest, France Info, Le Point, qui se posent tous la même question. Est-ce que l'armée française pourrait faire quelque chose militairement contre la Russie ? Seule ou avec les autres? Où en est l'armée française? Dans quel état elle est? Et bien sûr, le gros coup de gueule qui fait pas mal buzzer en ce moment, c'est le coup de gueule du député François Cornut-Gentille, qui a déclaré que l'armée française était obsolète. Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? À la fois cet entraînement étrange à Djibouti de l'armée française, hautement médiatisé, et que vous inspirent les réactions de ceux et celles qui doutent de la capacité militaire française à faire quoi que ce soit en cas de conflit ouvert. Je vous en prie. Tu as fait l'armée? Un peu. Bon, déjà, une remarque, c'est très étonnant d'aller entraîner nos soldats français à Djibouti, très loin, sur une très belle base, entre autres de la Légion étrangère, mais dans le sable, alors que les combats... s'il y en a jamais un jour, à notre grand malheur à tous, contre la Russie se feront en Europe centrale, donc en milieu tempéré, avec des forêts. C'est pas con ça. C'est pas con. Et au principal, avec beaucoup de combats urbains, comme on le voit actuellement en Ukraine, et comme on l'a vu d'ailleurs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors qu'on a un des meilleurs centres au monde d'entraînement au combat urbain. Je ne sais pas très bien pourquoi ils s'entraînent à Djibouti. Bon, il doit y avoir une raison qui nous échappe ici. De manière plus générale, alors il faut dire qu'Emmanuel Macron a augmenté le budget de la défense de manière substantielle, mais ça ne compense pas des atteintes au budget de la défense considérables depuis les années 90, qui sont tant voulues par un esprit gauchiste post-68 art que une élite bourgeoise de droite qui trahit la nation et rentrer dans une logique de transfert de la souveraineté à l'Europe, mais en fait, sur les questions de défense, à l'OTAN. D'ailleurs, aucun des textes
parce que j'ai travaillé sur tous les textes, parce que pendant des années, je répondais aux questions liées aux questions de défense à l'Union européenne. Aucun des textes européens qui parlent de défense ne le fait hors du cadre de l'OTAN. Et c'est pour ça qu'il y a une incompréhension... Enfin, il y a un problème de tiraillement avec la Russie sur le cas ukrainien. C'est que l'article 42 du traité de l'Union implique que la défense européenne se fait dans le cadre de l'OTAN. Donc, quand vous adhérez à l'Union européenne, de facto, vous êtes un peu dans l'OTAN. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que toutes les nouvelles adhésions au sein de l'Union européenne ont d'abord été des adhésions à l'OTAN, puis à l'Union européenne. Donc, on voit combien, sur les questions de défense et donc géopolitique et donc d'affaires étrangères, comme on en parlait tout à l'heure, bon, tout ça est quand même sous l'aile de Washington. Donc on a un peu abandonné, et puis on s'est retrouvé, on a eu des théoriciens qui ont considéré que c'était la fin des grands affrontements de haute intensité, comme on dit, comme on en voit actuellement. Un affrontement de haute intensité, c'est ce qu'on a vu récemment revenir d'abord dans un petit pays dont on parle plus beaucoup, l'Arménie, qui est toujours en guerre avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Il se passe à peu près la même chose qu'en Ukraine, mais en plus petit, tout autant de catastrophes humaines. Mais c'est le retour de l'affrontement d'État contre État. Donc c'est sur deux petits États. Là, c'est beaucoup plus gros. C'est ça, une guerre de haute intensité. Beaucoup de combats, beaucoup de morts, beaucoup de destruction. Des morts militaires, des morts civiles. Or, depuis les années 90, on avait une logique de défense qui était réduisons, dépensons moins, mutualisons. C'était le concept de l'OTAN forgé en 2009-2010 de la Smart Defense. Donc ça veut dire, et ça pouvait sembler sympa, on va pas tous dépenser plein d'argent pour avoir des chars identiques et des hélicoptères identiques et des industries de défense séparées. Mutualisons. Exemple, l'entreprise Nexter qui fabriquait nos chars Leclerc a été mutualisée avec l'entreprise allemande KMW qui faisait les chars Léopard. Maintenant, c'est une seule boîte dont les industries sont plus en France mais en Allemagne et dont le siège est aux Pays-Bas. Spécialisez-vous chacun dans différents domaines parce que voilà, vous faites partie d'un tout. Donc, présenté comme ça, mais sans vision géopolitique réelle de l'Union européenne, bon, ça n'a aucun sens. Ça fait juste affaiblir l'armée française. Et comme depuis les années 90, on avait surtout des interventions extérieures vers des pays plus faibles, avec des armements réduits, la supériorité du renseignement, la supériorité aérienne, la supériorité technologique et la supériorité de nos forces d'élites, les forces spéciales, faisaient que ça allait. Mais pour la haute intensité, c'est pas bon. La haute intensité, c'est la conscription. C'est beaucoup d'armement. Là, on a grande peine. La moitié de nos véhicules ne roulent pas, faut le savoir. On a quoi, 400 Leclerc en opérationnel? Oui, mais il y en a 190 à peine qui peuvent aller au combat. Là, moins de la moitié? Moins de la moitié. C'est pareil pour nos hélicoptères. C'est la moitié ou moins de la moitié pour tous nos véhicules roulants ou aéronefs. Le Charles de Gaulle, il est comment en ce moment? La situation, mais j'ai pris un petit coup de gueule chez des confrères la semaine dernière, c'est que là, on a envoyé l'escadre du Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle, c'est notre porte-avions, c'est le fleuron de notre marine. Il a été envoyé en Méditerranée orientale, où il a fait des manœuvres avec la flotte, ou ce qui reste de la flotte libanaise. Bon, très bien. Le Charles de Gaulle ne se promène pas tout seul, il est protégé par deux sous-marins, des frégates, dont la frégate Normandie qui est sa dernière ligne de défense. Eh bien, la frégate Normandie n'a pas de système antimissile. Ça a été le scandale qui a été révélé. C'est-à-dire que c'est une frégate sans... Elle n'a pas de système antimissile. C'est-à-dire que si un missile qui est tiré, elle ne peut pas se défendre elle-même et défendre... Je parle des missiles très efficaces. Comme on peut attaquer, mais on ne peut pas défendre. En tout cas, on ne peut pas défendre efficacement contre un missile d'une nation qui aurait des bons missiles, genre la Russie. D'accord. Or, il se fait que ces manœuvres se sont faites au large, avec la flotte libanaise, au large du port de Tarsus, qui est le port russe en Syrie, où les Russes ont descendu 20 navires de guerre. Bon. S'il s'était passé ne serait-ce que ce qui s'est passé en 2020 avec la flotte turque, à savoir que la flotte turque en 2020 a flashé au laser la frégate Colbert, c'était menacé de tirer quand même sur nos navires, sans que ça entraîne plus de problèmes à la Turquie que ça. Eh bien, on aurait été obligé de reculer face aux Russes. Parce que si on est flashé sans système de défense anti-aérien, anti-missile, il est sûr de couler. On ne joue pas à glace canon, on est aussi la guerre. Ce système-là du Normandie a été démonté pour être mis sur la FREM, la future frégate multi-mission, la Lorraine, qui sort en 2022, parce qu'on n'en a pas assez.
Et c'est pour donner l'état de l'armée, c'est un exemple juste, mais c'est un peu ça partout. C'est-à-dire que nos logisticiens font avec des bouts de chandelle. C'est pour ça que De Villiers s'est fait virer, parce que tout simplement, Oui, il avait dit ça en commission à huis clos de la défense. C'est des députés de la France Insoumise qui avaient révélé le truc, mais il avait dit non, je ne peux pas faire les missions qu'on me demande toutes avec ces moyens. Là, le général Lecointre, qui lui a succédé, disait à peu près la même chose. Et en tout cas, en termes de combat de haute intensité, on est très en retard. C'est juste, il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de moyens. Sans parler des 2 jours de munitions. Et il n'y a plus de conscription. Je rappelle que l'Ukraine tient relativement bien le coup face à la donne Russie. Pas des idées, s'il te plaît. Non, mais moi je suis pour le retour à la service national depuis toujours. Oui. Et je pense que c'est une condition sine qua non du renouveau du pays, mais pour toute Allez, raison. Jules, on va courir. Pardon. Ben oui, vous travaillez dans un hôpital public, pourquoi pas. Mais ça, pendant 1 an, on sert la nation. Mais l'Ukraine, c'est 280 000 soldats, c'est-à-dire bien plus que l'armée française. Plus 300 000 réservistes qui sont composés de gens qui ont fait le service militaire. Sinon, ils ne pourraient pas tenir, en fait. La guerre de haute intensité, c'est la Deuxième Guerre mondiale, c'est la Première Guerre mondiale, c'est l'armée du peuple. Voilà, c'est pas une armée qui est taillée pour aller combattre contre, je sais pas, des petits groupes terroristes ou criminels à l'autre bout de la planète. D'accord. Tu as une réaction là-dessus Après un tel développement, voilà, je suis d'accord avec mais quasiment tout ce qui a été dit, d'autant que ça a été très bien dit. Moi, effectivement, je ne suis pas un ancien militaire et je n'ai pas l'expertise militaire. Je dirais que moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la question diplomatique. C'est plus ça que j'aborderai à travers le militaire. Même si je connais assez bien l'histoire militaire au XXe siècle. Et c'est vrai qu'après 1945, et surtout effectivement dans les années 80-90, qui correspondent en fait à la baisse en fait, des budgets français, c'est-à-dire en fait, on s'est dit, bon, il n'y aura plus jamais en Europe de guerre sur des théâtres d'opération avec des millions d'hommes, comme ça s'est passé. Et donc, on va avoir des problématiques qui sont des problématiques essentiellement de terrorisme, donc il va nous falloir des armées qui soient des armées professionnelles, ultra professionnelles, mais du coup, de plus en plus restreintes. C'est quoi l'effectif actuel de l'armée française en soldats de terrain en temps? Je crois que c'est 150, 200 000, non? Je crois que c'est à peine sur l'armée de terre, 100 000. Ouais, c'est 100 000, à peine 100 000 hommes. 120 000. Voilà. 250, un peu moins de 250 au total, armée de l'air, armée de terre. Un village chinois. Donc du coup, si vous voulez, par rapport à ce tous les 4 ans, l'équivalent de la flotte française. Tous les 4 ans. Oui. Non mais on est Ils tellement ont un dépassé cheat par code rapport avec Age of Empires, les enculés. Putain, on n'est pas prêts. On va se faire niquer. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, c'est clair que les théâtres d'opération que nous connaissons aujourd'hui n'ont absolument rien à voir et sont plus du tout adaptés. C'est-à-dire que il faut dire que avant ce qui s'est passé là en Ukraine, c'est vrai qu'on pouvait légitimement se dire, on peut toujours légitimement dire, à mon avis, que ça ne sert à rien d'avoir une armée, d'entretenir une armée de 20 000 chars et d'1 500 000 hommes, vous voyez. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut, c'est aussi, c'est-à-dire que le militaire doit aussi s'adapter à la réalité des menaces, à la réalité de la diplomatie. Et c'est pour ça que je ramène ça à la diplomatie. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de l'état de l'armée française? C'est vrai, le budget de l'armée française a augmenté, ça ne rattrape pas, en particulier le quinquennat Hollande qui a été catastrophique. Il suffit de regarder les courbes, on voit que le budget de l'armée a baissé. Il baissait aussi sous Sarkozy, mais sous Hollande, ça a vraiment été catastrophique. Mais aujourd'hui, on parle de ça parce qu'il y a la guerre en Ukraine. D'accord? Et la guerre en Ukraine nous a stupéfiés à 2 titres. Déjà, parce qu'on ne s'attendait pas. Personne ne s'attendait. Alors, on s'attendait honnêtement, on s'attendait à une offensive limitée qui se concentrerait sur le Donbass. Résultat des courses, c'était une offensive générale sur tout le front ukrainien. Voilà. Le sud, l'est et le nord. Et même en partant de la Biélorussie. Donc, si vous voulez, un théâtre d'opération aussi large, on a connu, évidemment, en Serbie, en Europe, on a connu des conflits armés, mais c'était des bombardements, c'était pas la même chose, l'OTAN bombardait. Là, c'est vraiment une invasion avec des centaines de milliers d'hommes. Donc ça, évidemment, ça nous pétrifie un peu. Mais on a une réaction qui, d'après moi, est un peu enfantine, un peu idiote, de dire « Oh là là, mon Dieu, on est déjà préparé à une attaque de la Russie. » Mais essayons, la politique, c'est penser le possible. D'accord ? Est-ce que demain, la Russie va envahir la France ? Est-ce qu'on peut commencer à se poser déjà les bonnes questions ? D'accord ? C'est par rapport à nous et nos intérêts. Parce que notre armée, elle est là pour défendre nos intérêts, que je sache. Bon. Donc, est-ce que nous avons intérêt à monter notre armée à 400-500 000 hommes pour envisager un conflit avec la Russie s'il n'y a pas de risque que nous ayons, nous, directement un conflit armé avec la Russie? Je rappelle accessoirement que nous avons une arme dite de non-emploi, qui est l'arme nucléaire,
mais qui est censé être notre arme justement de dissuasion au cas où on en viendrait à atteindre les extrémités. Donc, la question que je voudrais poser, à laquelle je n'ai pas la réponse, mais moi je veux juste m'intéresser à la position de question, c'est est-ce que véritablement on a besoin d'arriver vers une armée plus importante, une armée mieux formée, mieux équipée, sans aucun problème, mais plus importante? Je ne sais pas, parce qu'encore une fois, on parle de ça par rapport au conflit en Ukraine, par rapport à ce que la Russie a fait, par rapport à l'invasion, mais même si ce conflit est évidemment dramatique, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on montrait l'armée française à un effectif de, je sais pas moi, 10 000, 20 000 chars, ou à 500 000, 600 000, 700 000 soldats. 10 000, 20 Encore 000, une fois, les États-Unis, il faut s'adapter à la menace. Y a-t-il une menace russe sur le territoire ukrainien? C'est une évidence, elle est à l'œuvre. Y a-t-il une menace russe sur l'armée, sur l'État, sur l'armée française, sur le territoire français? Je ne le pense en aucune manière. Donc nous devons aussi nous adapter par rapport à ces menaces. Voilà, c'est tout. Et petite précision, c'est vrai que on le disait, hein, moi je suis pas un militaire, mais je suis un passionné d'histoire militaire. C'est une partie de mes petits péchés mignons. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe là en ce moment en Ukraine, c'est vrai qu'on est obligé de faire le croisement avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les plus grandes batailles, de grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale se sont passées en Ukraine. Et c'est vrai que pour nous, revoir, je sais pas comment vous voyez ça, mais revoir des armées, armées entières, des armées de 100 000, 200 000 hommes qui s'affrontent sur des centaines de kilomètres, c'est vrai que c'est impressionnant. On n'a pas vu ça, je crois, depuis la Seconde Guerre mondiale. On parlait, alors un peu moins maintenant, ça me permet de signaler un livre d'ailleurs qui est sorti il n'y a pas longtemps. On parlait de Kharkov en français, qui est une ville située dans le nord-est de l'Ukraine. On parle d'une bataille à Kharkov. Moi qui suis passionné d'histoire militaire, la dernière fois qu'on a parlé d'une bataille à Kharkov, c'était en 1943. Il y a eu plein de batailles. Il y a eu 6-7 batailles à Kharkov, dont une super bataille en 1943 entre les Allemands et les Soviétiques. Bataille de chars, si je alors non, c'est Koursk. Ça, c'est Koursk. Et ça, c'est en Biélorussie. Cela étant, c'était aussi une bataille de chars. Et ça me permet de signaler un très bon livre qui s'appelle justement Kharkov, sorti par l'excellentissime Jean Lopez, qui raconte ces batailles. Et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, on se dit, il y a un peu moins de chars, ça c'est vrai. Mais on se dit, ça nous rappelle quand même un passé qu'on pensait très lointain et qui finalement. Pour une fois, on peut le dire, ça nous rappelle les pires heures de notre histoire. Oui, pour une fois, ça marche. Non, mais c'est pas toutes les semaines, hein. Non, mais une fois de temps en temps, ça marche. Non, mais on se rend pas compte de la portée. Ce que je veux dire, c'est qu'on se rend pas compte vraiment de la portée de l'événement, de ce qui se passe en Ukraine et des réactions que ça a. Moi, c'est pas tellement en France, c'est beaucoup plus en Allemagne. L'Allemagne se réarme vraiment fortement depuis 1949. Parce qu'entre 1945 et 1949, il n'y a pas d'Allemagne. Bien sûr, on précisera ça bouleverse les qui sont en équilibres. train de critiquer l'utilisation du terme une superbe bataille. De quoi? Il s'agit alors là, je peux en parler sans problème. aucunement d'une apologie de la guerre. Pardon. Alors, il faut toujours préciser. Quand je dis super bataille, c'est sur le plan technique et sur le plan militaire opérationnel. D'ailleurs, pour l'anecdote, à Kharkov, il y a eu 5 batailles, je crois, à Kharkov. Il y a eu des victoires soviétiques absolument magnifiques. Il y en a eu une, en réalité, c'est la dernière. Non, la première et la dernière bataille de Kharkov, et il y a eu aussi des magnifiques, sur le plan militaire, des magnifiques opérations conduites par les Allemands, en particulier la contre-offensive de Manstein en 1943. Voilà, c'est uniquement sur un plan d'observation militaire que je vous disais ça, et c'est pour ça que je vous signalais ce livre. Mais voilà, dans notre inconscient à nous, Européens, c'est vrai qu'on s'était dit, mais ça n'arriverait plus à ce niveau-là, à cette haute intensité, et d'un coup, le passé refait surface. Moi, je trouve ça assez fascinant. Bon, je fais partie des gens inquiétant, évidemment. Qui sont toujours un peu inquiets par l'Allemagne. Il y a une Allemagne réunifiée. C'est une vieille inquiétude française. Première puissance industrielle européenne qui fait un budget à 100 milliards. La dissuasion nucléaire, pour un truc qui est de l'autre côté du Rhin, ça ne marche pas trop. Hein. Et encore une fois, je rappelle que les chars, on ne les fait plus. C'est les Allemands qui les font. Moi, je trouve que c'est toujours un souci. Et on n'est jamais trop prévoyant. Parce que dans le dernier siècle, on a quand même été envahi 3 fois par nos voisins d'outre-Rhin. 3 fois, ça fait beaucoup. Toujours par le même endroit, d'ailleurs. Toujours par le même endroit. Ça passe bien. Oui. En dehors de la guerre en Ukraine, puisqu'on parle de la défense, la France est là la deuxième surface maritime mondiale. Avec une flotte totalement disproportionnée, enfin négativement disproportionné, en sous-effectif par rapport à ce qu'il faudrait pour défendre nos intérêts. Déjà, on pille certaines de nos réserves. Et les Chinois, qui construisent encore une fois l'équivalent de la flotte française tous les 4 ans, regardent avec beaucoup d'intérêt
en particulier tout ce qui se passe dans le Pacifique et en Nouvelle-Calédonie. Ils mettraient bien la main, d'une manière ou d'une autre. Et ils sont déjà à l'œuvre. Nous n'avons pas assez de navires de douane, nous n'avons pas assez de navires de présence. Pas nécessairement la frame dernier cri qui permet de tirer des missiles à plusieurs milliers de kilomètres, non. Le chalutier solide transformé en navire de guerre, on fait ça très très bien, on a plusieurs comme ça, qui est là pour être présent. Il se voit sur le radar, c'est fait exprès. On voit que la France est là, un petit drapeau qui flotte, et c'est à nous. Parce qu'il y a une guerre pour les ressources qui va s'engager. C'est un élément de puissance de la France que l'on doit à nos territoires des dom-toms, des dom-toms d'outre-mer. Pour rappel, parce qu'ils sont assez mal pourvus en infrastructure et en République, en tout cas par rapport au territoire de la métropole, alors qu'ils nous apportent une possibilité de puissance en termes de ressources qui est assez considérable. Là, il y a un déficit. Et, la guerre pour les ressources a démarré. On nous piquera ces territoires, d'une manière ou d'une autre, s'il n'y a pas la défense suffisante pour les protéger. Ça, c'est pour la marine. Maintenant, pour l'armée, c'est quand même important d'avoir une force un peu solide de projection que nous n'avons pas. On n'a pas les moyens de projection aériens. D'ailleurs, un des problèmes au début de la guerre en Ukraine, c'est que les Russes ont attrapé les Antonov fabriqués par l'Ukraine. Les Antonov sont parmi les plus gros avions transporteurs qui devaient ramener nos matériels à nos soldats du Mali. Donc il nous reste les A400M, mais les A400M c'est petit, on ne peut pas tout mettre dedans. Et puis les Américains, ils sont aussi un peu en flux tendu sur certains de leurs avions, donc ça pose des problèmes. On n'a pas les moyens d'avoir une projection stratégique. Et on n'a pas les moyens de renseignement. Et là aussi, c'est une incompréhension complète. On avait des industriels comme Safran et Dassault. Dassault, ils proposaient de faire des drones de renseignement et des drones de combat. L'un d'entre eux s'appelait Neuron. Non, on a des gouvernements sous François Hollande, pour le coup, mais en suivant la doctrine très atlantiste de Nicolas Sarkozy, qui ont préféré ne pas développer, acheter américain, des drones MAL et Reaper, pas MAL comme femelle, MALE, et Reaper, dont la particularité est qu'à chaque fois qu'on les utilise, on doit demander l'autorisation au Pentagone, et de toute façon, dans les contrats, il est écrit que l'information recueillie est envoyée d'abord au Pentagone. Incroyable. Bon, mais c'est dans les détails de ce genre de choses. Mais que font nos dirigeants? C'est ce genre de détails qui font la puissance. Si demain, et puis si demain il y a un problème, si demain les États-Unis sont pas contents de quelque chose, on fait comment? Bon. Donc il y a tout à revoir. Et en ayant le modèle de la Suisse ou le modèle de l'Allemagne ou de la République tchèque, ce sont des pays qui ont maintenu un service militaire. Ce ne sont pas des dictatures, il n'y a pas besoin d'avoir 700 000, 800 000, mais sur 800 000 jeunes qui pourraient faire un service national, je suis d'accord, hommes et femmes, 600 000 le font dans un service civil, pompiers, protection civile, policiers, eau et forêt, hôpitaux publics, soutien scolaire, mais 1 an de service à la nation. Puis ceux qui sont volontaires, ils font un service militaire qui permet d'avoir un flux de recrutement pour l'armée avec des gens qui ont testé, puis qui aiment bien ou n'aiment pas, et d'avoir petit à petit une garde nationale qui se constitue avec des réservistes qui maintiennent et entraînent des appelés et après des réservistes. Un peu comme ça existe dans d'autres pays, comme ça existe en Suisse. Ça permet d'avoir un moyen de rebondir au cas où, et y compris quand on a des crises écologiques. Quand ça a débordé partout dans les pays d'Europe centrale comme en Allemagne, où est-ce qu'on trouve 200 000 bonhommes qui dorment au même endroit et qu'on peut un peu organiser rapidement, mettre dans des camions pour faire des digues rapidement? C'est pas des choses qui s'improvisent. Si nous on avait ça, je ne sais pas qui en enverrait. Les Allemands ou les Tchèques ont pu envoyer leurs appelés pour aider les populations, contribuer à les sortir et faire les premières digues pour empêcher qu'il y ait plus de dégâts causés par ces inondations. Bon. Voilà, un des multiples exemples à quoi ça peut servir. Et puis la dissuasion à la guerre de demain, c'est aussi le cyber, où on est très très en retard. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas des bataillons comme les Chinois ou les Russes ou d'autres, de gens qui font leur service militaire dans la cyberdéfense. Même professionnellement, ça serait très intéressant. Et on aurait un vivier capable, on le voit avec les risques encourus dans ce domaine,
tant par les Russes, les Chinois, les Américains ou des terroristes, d'avoir une véritable défense cyber qui après pourrait être alimentée de la cyberdéfense dans les entreprises où c'est toujours vraiment, on est toujours en retard. Beaucoup d'entreprises s'y intéressent, mais beaucoup encore ne comprennent pas très bien l'importance. Ça serait un élément d'organisation collective de la défense, y compris dans ces aspects-là. Le retour Ça, c'est du la transition. McKinsey Gate, ça y est, nouveau chapitre de l'histoire McKinsey. Vous l'avez peut-être remarqué si vous traînez sur les réseaux sociaux, McKinsey Gate est à nouveau en tendance. Rien de nouveau sous le soleil, mais les gens semblent avoir approfondi leur lecture du rapport du Sénat, puisque, même si c'était marqué depuis le départ, il est maintenant révélé, il est maintenant débattu qu'en réalité, donc c'est ce qu'on apprend, McKinsey semble, en plus d'avoir, avec une relative inefficacité, conseillé le gouvernement français en matière sanitaire, il semblerait que McKinsey conseillait en même temps la section vaccin de l'entreprise Pfizer, qui nous a vendu les fameux vaccins, ainsi que Merck, qui nous a vendu un médicament un médicament anti-Covid qui a complètement foiré, rappelons-le, qui s'appelait le Molnupiravir. Ouais, on dirait un truc d'Harry Potter. Difficile à prononcer. Alors, je ne suis pas juriste, mais alors moi, si demain, j'ouvre un dictionnaire du droit, conflit d'intérêts, 2 points, je mets ça. Voilà. Exemple, c'est... Je me trompe ou pas? C'est pas la définition exacte du conflit d'intérêts. Et surtout, est-ce que c'est légal? Oula. Alors, ce sont Vous deux avez 2 questions. heures. Ouais, ce sont des questions bien distinctes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la notion de conflit d'intérêt en France est une notion relativement récente, qui malheureusement est assez peu étayée par la jurisprudence. La jurisprudence, c'est tout simplement le recueil des décisions des différents tribunaux. La première définition qu'on a du conflit d'intérêt, elle nous vient d'une loi de 2013. Cette loi de 2013, donc, sous François Hollande, et oui, comme quoi. Mais attends, il n'y avait pas de définition du conflit d'intérêt avant 2013 en France? Il n'y a aucune définition légale du conflit d'intérêt avant 2013. Oh, cette blague. Et merveilleux quand même. Nous avons pour autant, mais c'est pour ça qu'il y a 2 qualificatifs. Il y a le conflit d'intérêt Ouais. et il y a la prise illégale d'intérêt. Oula. Et la prise illégale d'intérêt, c'est une qualification pénale qui entraîne, quand elle est constatée, 5 ans de prison et jusqu'à 500 000 € d'amende. Alors que le conflit d'intérêt, c'est... comment vous expliquer? Alors déjà, qu'est-ce que c'est le conflit d'intérêt? Le conflit d'intérêt, c'est quand on a une interférence entre un intérêt public et des intérêts privés. Même intérêt privé et intérêt public. Parce que parfois, il peut y avoir aussi conflit entre l'État français et un État étranger. D'accord ? Le fait qu'il y ait conflit d'intérêts, et c'est ça qui est compliqué à comprendre, ne veut pas dire pour autant qu'il y ait prise illégale d'intérêt. Je vais expliquer ce que ça signifie et comment est-ce qu'on peut l'appliquer ici. On écoute, on apprend. La prise, alors je tiens à dire, c'est pas ma spécialité, mais je me suis quand même un peu renseigné. Enfin, j'ai déjà travaillé ici une fois là-dessus, mais quand on est sur une prise illégale d'intérêt, ce qu'il faut démontrer ici, c'est que vous, en tant que décideur public, exactement, vous m'avez vu venir, en tant que haut fonctionnaire, vous avez tiré un avantage direct ou indirect. Si vous avez tiré cet avantage, alors à ce moment-là, le conflit d'intérêt, c'est un peu le faisceau d'indices qui va permettre de qualifier la prise illégale d'intérêt. Donc maintenant, comment est-ce qu'on l'applique à notre cas d'espèce? Ici, l'affaire est la suivante. On a McKinsey il y a 2 problèmes, qui conseille l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire que McKinsey a conseillé, l'État français est venu voir McKinsey en lui disant, voilà, on a un problème par rapport au Covid, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Et de l'autre côté, McKinsey conseille Merck et surtout Pfizer, qui a produit les vaccins, comme vous savez, et il est des 2 côtés de la chaîne, si vous voulez. Donc, la question qu'on est en droit légitimement de se poser, c'est si McKinsey a comme client direct, pour la même problématique, les 2 bouts de la chaîne, la question est donc la suivante. Est-ce que ce que Pfizer a versé comme argent à McKinsey, est-ce que ce n'était pas la rétribution d'un conseil, mais la rétribution d'une influence, d'un lobbying pour que l'État français... Je pose les questions, je ne fais pas les réponses. On me dit dans le chat, McKinsey nous conseille de ne pas aborder ce sujet. Non mais, on doit poser d'abord ces questions pour apporter les bonnes réponses. Donc du coup, non mais c'est ça la question. Et vous voyez tout de suite votre réaction. C'est que là, il y a un faisceau d'indices, il devrait y avoir une présomption. Oui. Et sur la base de cette présomption,
nous devrions avoir une enquête pour voir, s'il y a eu un conflit d'intérêts. Sauf que le problème du conflit d'intérêts, si vous voulez, c'est que c'est une qualification qui s'applique a priori. A priori du contrat signé, pas a posteriori. Je sais que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que normalement, si l'État avait fait son travail, avant de passer le contrat avec Pfizer, Il aurait dû vérifier. avant de passer le contrat avec McKinsey, il aurait dû vérifier qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, parce que là, pour le coup, le conflit d'intérêts, il est aussi directement vis-à-vis de l'entreprise, au niveau de McKinsey, entre Pfizer et le travail qu'elle produit, le conseil qu'elle fait auprès de l'État français, pour précisément éviter que se pose la question de savoir si finalement Pfizer n'a pas donné de l'argent à McKinsey, non pas pour qu'il fasse un boulot de conseil, mais pour qu'il fasse un boulot d'influence directement auprès de l'État français. Mais est-ce que c'est légal? Alors, c'est pas illégal en l'état. Oui, je sais que c'est difficile à comprendre, mais ce n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est la prise illégale d'intérêt. Et c'est là où on peut trouver quelque chose. La prise illégale d'intérêt, ce serait si l'État français a accepté non seulement de prendre conseil auprès de lapsus très intéressant, de prendre conseil auprès de McKinsey, mais aussi d'acheter les vaccins Pfizer. Si on arrive à prouver que, par le biais d'une enquête, en réalité, il s'agit là d'un retour d'ascenseur, par exemple, de conseils gratuits qui aurait été délivré par McKinsey à l'occasion de la campagne présidentielle du candidat Emmanuel Macron. Non. Mais non, mais en fait, C'est pas là, possible. on est dans la réaction parce qu'en fait, on sent le faisceau d'indices. Sauf que ce faisceau d'indices, Alors, ça sent bien, Oui. ça sent fort. Hein. mais il faut le caractériser en droit. Et c'est ça la difficulté. Et pour le caractériser en droit, vous ne pouvez pas, Sinon, on est même complètement- si on sait que manifestement ça sent pas très bon, on est obligé Moi, je les défends de pas. le qualifier en droit. Non, on est obligé de le qualifier en droit. Ouais. Pour le qualifier en droit, la Cour de justice de la République peut, si elle est saisie par le procureur, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, pour prise illégale d'intérêt, Vraiment, c'est fou Ou- ça. Hein. ou par des Faut ouvrir citoyens, les fenêtres, ça pue. ou par des citoyens. Mais pour ça, c'est pour ça que c'est plus difficile du côté des citoyens, il faut derrière que les magistrats acceptent et qu'ils conduisent une enquête judiciaire et pas une enquête administrative. Parce que l'enquête administrative, c'est les propres services. Souvenez-vous, c'est Véran qui nous a dit Voilà. on va faire une enquête administrative pour voir s'il n'y a pas eu des dysfonctionnements Non. au niveau de la gestion Covid. C'est-à-dire que l'État va s'auto-évaluer. Bon, bah, Ouais, moi, ouais, je c'est conseille ça. que l'État ne 14 s'auto-évalue chevaux. pas, mais qu'il prenne un conseil, enfin un conseil justement, surtout pas de conseil, mais que ce soit le cas d'une enquête impartiale et indépendante. Donc ici, une enquête non pas administrative, mais judiciaire. Pour ça, il faudrait que la Cour de justice de la République soit saisie, qu'elle mène l'enquête judiciaire pour prise illégale d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire cette enquête? Ça veut dire, moi je vais parler pratiquement, ça veut dire avoir accès aux échanges courriels, recueillir les témoignages éventuellement de personnes qui ont participé à la campagne d'Emmanuel Macron, essayer de comprendre pourquoi est-ce que McKinsey ne facture rien à Emmanuel Macron, rien pendant sa campagne, le candidat Macron, et pourquoi le cabinet McKinsey se retrouve, comme par hasard, le premier pendant la crise Covid, le premier conseil servi. C'est pas loin de 12 ou 13 millions d'euros, 12,83 millions d'euros en 2020 uniquement pour la crise Covid, devant tous les autres conseils, et qui a vu, sur les années qui ont suivi, ses prestations de conseil augmenter, et auprès de plein d'autres ministères. Donc, pour ça, il faut qu'on arrive... Là, il y a un faisceau d'indices. Mais pour ça, maintenant, il faut qu'on arrive à le prouver. Si on prouve qu'en réalité, et ce serait évidemment gravissime, qu'Emmanuel Macron ou d'autres ministres ont fait un rendu d'ascenseur, ou alors, ne nous arrêtons pas que sur le passé, il y a l'avenir, ou alors qu'il y a quelque chose qui est promis après, qu'il y a un contrat occulte. Par exemple, on parlait du pantouflage et de ces ministres qui se retrouvent dans les entreprises. Bah, je ne sais pas, admettons qu'Olivier Véran se retrouve comme par hasard après sa carrière politique au conseil d'administration de Pfizer, on se poserait légitimement des questions. Est-ce qu'il y a, mais vous voyez, les accords passés, ou est-ce que ce sont pour des accords futurs? Ça, seule une enquête administrative, parce que seule l'administration, enfin, seule une enquête qui peut accéder à toute la documentation, aux mails, aux courriers, qui peut auditionner, a le pouvoir de vérifier véritablement ça. Pour donc ça, ça il faut doit que la être- Cour de justice de la République soit saisie et qu'on aille sur ce type d'enquête. Et qui peut Malheureusement, la saisir ce n'est pas le cas. Deux types de personnes, soit le procureur directement, soit les citoyens. Combien de personnes?
Je sais plus, c'est un collectif de citoyens. Je crois pas qu'il y ait de minimum qui soit prévu. Alors là, pour le coup, ça dépasse mes compétences. On y va, Ça dépasse mes compétences, mais vous pouvez. Alors, je termine juste en vous disant, pardon, c'est un peu long, mais vous pouvez simplement aller sur le site de la Cour de justice de la République et la procédure est expliquée sur le site de la Cour de justice de la République. Ensuite, ne vous faites pas d'illusions. J'ai confiance sur la démocratie. Non, mais la Cour de justice de la République, pardon, je vais être encore obligé d'être un peu long, mais la Cour de justice de la République, ce n'est pas une instance, c'est comme le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est une tarte à la crème d'appeler ça une juridiction. La Cour de justice de la République, elle est composée à 99% de parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors, cela étant, rendons grâce au Sénat, c'est le Sénat qui a quand même sorti le rapport sur McKinsey. Donc, ne soyons pas aussi catégoriques, mais tout de même, ce n'est pas une juridiction comme une autre. Cela étant, la présidence est assurée par un magistrat. Donc, si vous voulez faire quelque chose, effectivement, saisissez la Cour de justice de la République, ou alors à ce moment-là, interpellez le procureur. Donc, pour tous ceux qui n'auraient pas forcément compris le développement que tu viens de faire, qui est un peu long, qui est un peu technique, en français, ça se dit hashtag, il n'y aura rien. Voilà. Je pense qu'on peut le résumer comme ça, il n'y aura rien. Justement, pour aller dans le... Un peu d'optimisme, genre. Non, mais pas un peu d'optimisme, mais vous aurez le terme exact, parce que le terme juridique m'échappe. Mais vous avez des associations, comme l'association Anticorps, dont je ne partage pas toutes les positions, mais qui au moins fait un remarquable travail de lutte contre la corruption. De veille, bien sûr. Et de veille, et qui a, et c'est intéressant ce qui s'est passé justement dans l'affaire sous Emmanuel Macron, c'est que, et avec le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, c'est qu'elle a une délégation de... service public. Non. Oui, mais d'agir comme le procureur, en fait, qui est accordée par le ministère de la Justice et qui ne lui était plus accordée par Dupond-Moretti, alors que c'est un renouvellement qui est tous les 3 ans, 4 ans, qui lui permet d'agir comme le procureur. C'est-à-dire de faire ce que vous venez de dire, mais comme les citoyens, mais de manière un peu plus efficace, avec des magistrats, et des gens des juristes, et des gens qui savent comment déposer plainte. Et le problème de la reconduction de leur truc, de leur possibilité d'agir comme agirait un procureur, posait problème parce qu'ils enquêtaient sur une collusion d'intérêts marquante qui est celle du conseiller principal d'Emmanuel Macron, son âme damnée, c'est-à-dire monsieur... zut alors. Mais MSC, l'affaire MSC, Colère, Alexis. Oui. Alexis Colère, qui a des intérêts avec l'entreprise MSC et qui aurait plus que mis la main, alors qu'il était aux affaires, dans ce dossier. Et ce qu'il a est une prise illégale d'intérêt. Si l'association Anticorps a tenu à se saisir de l'affaire Colère, c'est à la suite des révélations du journal en ligne Mediapart qui a montré que M. Colère avait pendant longtemps, depuis 2010 en fait, été dans une situation de conflit d'intérêts entre ses intérêts propres, les intérêts plutôt même de sa famille, qui est la fondatrice et la propriétaire d'une des plus importantes multinationales du monde, la société suisse Mediterranean Shipping Company, et les intérêts qu'il était censé représenter au sein de l'État français dans un certain nombre d'entreprises françaises, dont notamment les Chantiers de l'Atlantique, où il a commencé en 2010 à siéger au conseil d'administration en tant que représentant de l'État, et les Chantiers de l'Atlantique étant en fait le fournisseur de la société Mediterranean Shipping Company, c'est-à-dire qu'il était à la fois au conseil d'administration du fournisseur de la société de sa famille, ce qui fait qu'il pouvait prendre des décisions ou avoir accès à des informations dont il devient impossible de savoir dans quel sens et au nom de quels intérêts il allait choisir de les exploiter. Normalement, ce genre de situation n'est pas censé arriver dans ce genre de cas. Les fonctionnaires sont supposés décider de ne pas siéger ou alors prendre une décision de se déporter. Le problème, c'est que M. Colère n'a pas fait ça. M. Colère est pourtant un des fonctionnaires qui est les plus renommés au sein de l'État français. Il a exercé des postes prestigieux. Il a donc d'abord été représentant de l'État au sein de plusieurs grandes entreprises dans lesquelles l'État français est actionnaire. Puis ensuite, il a été directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Économie. Puis enfin, directeur de cabinet du même ministre, c'est-à-dire vraiment un des postes les plus importants au sein de l'État. Et aujourd'hui, M. Colère, après avoir été brièvement
directeur administratif et financier de la société MSC, et numéro 2 de l'Élysée, puisqu'il est secrétaire général de l'Élysée. La notion clé, encore une fois, c'est que cette intervention, ce conflit d'intérêts, ait généré un avantage particulier pour le haut fonctionnaire ou le politique qui a permis l'attribution de tel ou tel marché public. D'accord. Mais c'est néanmoins pas acceptable. Même si... Mais en fait, c'est pas acceptable parce que... Oui. Non, je comprends bien. Oui, je comprends. Prenons le cas dont on parlait tout à l'heure. On a Romano Prodi qui travaillait à Goldman Sachs, qui maquille les comptes. Il dit que c'est pas lui. Bon. En tout cas, il était directeur Goldman Sachs Europe, et c'est pendant sa présidence de Goldman Sachs Europe que les comptes de la Grèce sont maquillés, à l'insu de son plein gré. Bon, voilà. Et après, il finit directeur de la BCE, Banque Centrale Européenne. Vous croyez quoi? Quand le patron de Goldman Sachs va lui téléphoner de temps en temps pour lui dire Romano, comment ça se passe à la BCE? T'as pas un ou deux tuyaux? Ah non, je ne peux pas recevoir cet appel, ça serait contraire à mes fonctions. Ben non, ça se passe pas comme ça. Il suffit que lui ne gagne rien dans cette affaire, mais qu'il soit recruté à nouveau 5 ans après, ou que le président de la Commission européenne, monsieur Bolsonaro, dont je parlais tout à l'heure, lui soit recruté comme vice-président ou je sais pas, directeur de quelque chose à Goldman Sachs, pour qu'à un moment on se dise, bon, il y a un faisceau d'éléments qui montrent quand même il y a une grosse anguille sous roche. En fait, si vous voulez, le sujet ici, c'est que il est évident que les gens qui nous dirigent sont peut-être malveillants, mais en tout cas sont nuls. On peut condamner la malveillance quand ça va sur la prise illégale d'intérêt. Malheureusement, la nullité, et c'est dramatique, n'a pas de qualification Pourtant, pénale. dans le privé, ça se fait, parce que, par exemple, une gestion irresponsable d'une société, t'es condamné en bien propre. Eh ben, ouais. On te dit, t'es beau être en SARL, si tu gères vraiment ça comme un pied en faisant n'importe quoi, tu peux être saisissable sur bien propre. Ah non, la SARL, elle est limitée précisément. La SARL, elle est Je crois limitée qu'on aux peut apports. casser ce statut-là. Alors, non, si on est dans... Il y a des sociétés... Alors, effectivement, c'est du droit des sociétés, mais... C'est un avocat qui m'avait dit ça, pour le coup. Alors non, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés, effectivement, dans lesquelles tu réponds sur tes impropres, par exemple, une société civile immobilière, mais une SARL ou une SAS, Oui. tu ne réponds qu'à hauteur de tes apports. Mais ce que je veux dire, Voilà. c'est que Mais il y a la une gestion possibilité de catastrophique de ta société, Quand il y a une genre, faute. tu fais n'importe Oui. quoi avec le Quand il y a pognon, une ça se faute. constate. Alors, quand il y a une faute, c'est du droit des sociétés, quand il y a une faute, effectivement, d'une particulière gravité, détachable de la gestion du dirigeant, à ce moment-là, il est possible de poursuivre le dirigeant sur sa responsabilité propre, sur sa responsabilité pénale. Donc, si on transposait ça au niveau des conflits d'intérêts, il faudrait, mais il me semble qu'en l'état de la législation, la personne morale de l'État fait écran à ce type de poursuite. On ne peut que poursuivre, je le disais, l'État, parce que l'État, il fait écran, mais on ne peut pas poursuivre nos politiciens pour la nullité. En principe, la sanction, en politique, c'est la responsabilité politique de ces gens-là, mais en fait, si vous voulez, c'est quelque part, c'est nous qui payons d'avoir mis en place ces nuls. Comme nous, demain, nous allons payer, et vous allez peut-être payer, d'avoir voté Macron et de le ramener sur un deuxième quinquennat. Je ne sais pas si je fais une transition sur autre chose, mais voilà, pour vous dire... Non, mais pour vous dire qu'en fait, la sanction des politiques, c'est nous aussi. Quelque part, c'est terrible ce que je vais dire, mais malheureusement, c'est aussi notre faute. Mais avant de te laisser conclure et de passer à la suite, juste, je te l'avais posé quand je t'avais reçu dans Pas content avec ta Bibiance, on va quand même la reposer. Demain, on admet un miracle se passe, oui, il y a une preuve formelle et un jugement qui constate que Emmanuel Macron a une prise illégale d'intérêt avec Pfizer pendant sa campagne. Est-ce qu'il peut perdre son emploi et se retrouver à la NPE, à France Travail? J'avais 2 générations de retard ou pas? Oui. Ah ouais? Ah non, mais attention. Dans ta question, est-ce que Emmanuel Macron est président ou pas? Oui, dans sa question. Parce que non, il n'est pas président, il est en campagne. Oui, mais il est en campagne, donc il est... Alors non. Tant qu'il est président... Alors, pour les fautes commises dans l'exercice à Macron, oui, pendant sa campagne. Là, oui, c'est possible. Même, d'accord. Parce qu'il n'était pas ministre en plus, il avait démissionné de son ministre de l'économie. C'est-à-dire que pour ce laps de temps, oui, c'est possible. Mais toute la période où il est président de la République et tous les actes qui sont commis, enfin, qui sont pendant la présidence Macron, eux, c'est pas possible parce qu'il y a l'immunité pénale. Il nous faut une réforme constitutionnelle pour que le président ait le droit de mais il y a une continuer réforme constitutionnelle. Il y a une réforme constitutionnelle qui arriverait peut-être, c'est le septennat qui reviendrait et renouvelable, donc peut-être un troisième
deux quinquennats et un septennat de Macron. 2, du coup. Si on a 2 zéro. quinquennats 2 et septembre. après un septennat et peut-être 2, Deux, c'est 3, plus, 4, soyons fous, 2034. 7, allez, on y 8, va. 9, 10. Mais non, mais par contre, oui, s'il est plus président et si ça a été cette prise illégale d'intérêt, elle est constatée alors qu'il n'était pas président, il peut être tout à fait condamné à 5 ans de prison et jusqu'à 500 000 € d'amende. Donc la question, c'est comment politiquement on peut sortir de ce marais que certains considèrent être un pacte de corruption au sommet de l'État, et avoir l'impression qu'on a non pas des dirigeants, mais des gens qui se positionnent, pour partie d'entre eux, évidemment pas tous, utilisent leur carrière dans l'autre fonction publique pour après maximiser leurs revenus dans le privé, qui gèrent étonnamment la crise, par exemple, de la Covid, dont on a parlé, ou qui, qui font des choix tout à fait étranges en termes d'armement, par exemple. Enfin bon, ce genre de choses. Eh bien, il y a une manière politique de régler ça. C'est de renforcer l'État. Oui. D'avoir un État sérieux et de considérer que certains domaines sont stratégiques. Elles ne peuvent pas être privées, elles ne dépendent que de l'État. Et ces domaines sont l'énergie, les transports, pour pas avoir les carabistouilles de je vends extrêmement peu cher les autoroutes construites par les Français. Ceux qui les ont achetés, Vinci entre autres, ont fait des bénéfices colossaux dessus. C'est pour faire baisser les prix. Oui, et tout ça augmente pour les Français. 27 décembre 2021. Des salariés de Vinci Autoroutes massés au péage d'Orléans sont en grève. La cause, des réductions d'effectifs imposées par leur employeur associées à des salaires qui stagnent. 2 mois plus tard, le 4 février 2022 pour être précis, le groupe Vinci présentait son bilan pour l'année précédente. À près de 2 milliards d'euros, le résultat net de sa seule branche autoroute affolait les compteurs. En effet, hors 2020, année marquée par les différents confinements et ayant vu un recul du bénéfice par rapport à 2019, Vinci Autoroutes affiche des bénéfices en constante hausse depuis 10 ans. Entre 2010 et 2020, ce sont plus de 8 milliards d'euros qu'a engrangé le groupe rien que sur sa branche autoroute. Même profit record pour APRR. Le résultat net annuel de la branche majoritaire de l'activité autoroute de Eiffage a en effet bondi de 395 à 628 millions d'euros pour des bénéfices cumulés entre 2010 et 2020 de plus de 4 milliards d'euros. Quant au troisième acteur majeur du secteur, Sanef, filiale de l'espagnol Abertis, dont la progression du résultat montre des similitudes frappantes avec les 2 premières entreprises citées, ce sont près de 3 milliards d'euros de bénéfices qui furent engrangés sur la même période. Au total, ces 3 sociétés, représentant à elles seules plus de 95% des concessions d'autoroutes, auraient donc empoché la somme astronomique de 12 milliards d'euros au global sur le dos des usagers durant la dernière décennie. Le principe de concession d'autoroute a été défini par la loi datant du 18 avril 1955 portant statut des autoroutes françaises. Selon celle-ci, les autoroutes font partie du domaine public de l'État. De fait, l'article 4 précise que leur usage est en principe gratuit. Cependant, peuvent être concédées par l'État soit la construction et l'exploitation d'une autoroute, soit l'exploitation seule d'une autoroute, ainsi que la construction et l'exploitation de ses installations annexes. Autrement dit qu'il est possible par décret pris en Conseil d'État de déléguer à des sociétés la construction, l'exploitation et l'entretien des autoroutes. Le concessionnaire aura alors la possibilité de percevoir des péages en vue de couvrir les frais engagés. Les décennies 1950 et 1960 verront fleurir le nombre de concessions. Il est important de comprendre que toutes ces entreprises étaient alors des sociétés dans lesquelles les intérêts publics étaient largement majoritaires. Dans le but de privilégier l'accès du marché à de nouveaux acteurs, totalement privés cette fois, les apports publics éventuellement nécessaires à l'équilibre financier des futures concessions d'autoroutes seraient désormais effectués sous forme de subventions. En parallèle, et après approbation de la Commission européenne, les sociétés concessionnaires existantes verraient leurs règles évoluer. Suppression de garanties de reprise de passifs par l'État en fin de concession. Alignement des pratiques comptables en matière d'amortissement et de report de passifs avec le système privé. Et finalement, introduction de la rémunération des capitaux investis. C'est dans ce contexte que le gouvernement annonçait l'ouverture minoritaire du capital d'ASF, accompagnée de son introduction en bourse.
Il s'agissait alors de la première opération de ce type. 4 ans plus tard, obéissant aux injonctions de la communauté européenne, le gouvernement de Dominique de Villepin, sous fond de contrôle du déficit budgétaire, procédera par décret et donc sans le moindre vote au Parlement à la privatisation totale des groupes APRR, ASF et SANEF. Les acquéreurs retenus seront les suivants: Vinci pour ASF, Eiffage allié à l'institution financière australienne Macquarie Group pour APRR, et un consortium composé d'Abertis, AXA, Caisse des dépôts, CNP, FFP et Predica pour SANEF. Le produit de ces cessions permettra alors de renflouer les caisses de l'État à hauteur de 14,8 milliards d'euros de l'époque. Premier problème, dans un rapport de la Cour des comptes paru 4 ans plus tard, l'ensemble du patrimoine autoroutier vendu en 2005 était estimé non pas à 14,8 mais à 24 milliards d'euros. Ce serait donc au bas mot 10 milliards d'euros qui auraient échappé à l'État français dans la transaction, autrement dit 10 milliards qui auraient pu bénéficier aux contribuables français. Mais ce n'est pas tout, car le principe même de la privatisation des autoroutes dans un but de réduction de la dette publique était tout sauf défendable. C'est ce qu'expliquait en 2019 sur France Culture Gilles Carré, qui en 2005 était rapporteur UMP du budget. Je n'ai pas compris cette décision. Le gouvernement disait que cette privatisation allait servir au désendettement, mais cela ne tenait pas la route. L'État s'endettait alors à un taux d'intérêt de l'ordre de 4 ou 5%. Or, les autoroutes représentaient une recette supérieure à ces intérêts payés par l'État. C'est un bijou de famille, un élément du patrimoine qu'il ne fallait pas brader. Et les chiffres lui donnent entièrement raison. Car, on l'a vu, si la rentabilité des autoroutes était forte durant les années de gestion de l'État, elle a depuis 15 ans, sous l'ère privée, battu tous les records. Ainsi, on apprenait en 2014, dans les colonnes du journal Le Monde, que quand l'automobiliste paye 100 €, entre 20 et 24 € constituent du bénéfice net pour les concessionnaires d'autoroutes. De l'argent virtuellement échappé des caisses de l'État, une grosse partie ayant servi non pas à développer le réseau, mais à enrichir des actionnaires. Ce qui aurait été la même chose pour la vente de l'aéroport de Paris. Hein. Enfin, Bien sûr. Certains peuvent finir aussi à Vinci. On peut finir aussi à Veolia, avec l'acquisition en fusion avec Suez, qui est tout à fait bizarre. Ou chez Microsoft. Bon, je ne pourrais pas rentrer en détail, mais Microsoft, franchement, c'est un cas tout à fait anormal, je crois, qui se passe depuis 2015. Oui. Mais pour ça, on peut avoir un État où on décide que l'énergie, les transports, la défense, la santé sont du domaine exclusif de l'État. Et sondage, on va faire dans le chat. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette proposition ? Et on supprime le pantouflage. Et on a en tout cas, il faut un certain nombre d'années entre le moment où on a exercé pour exercer dans le privé. Et donc, on perd de l'intérêt pour ce privé-là. Est-ce que je peux rajouter une proposition ? Oui, allez. Par exemple, pour la santé, c'est d'avoir ce que nous, on proposait, mais qui n'existe toujours pas, c'est une agence française nationale publique de production de médicaments et de vaccins. Ça n'existe pas. On n'a pas. On n'a plus que les armées qui font ça au nord d'Orléans en cas de crise. Ils l'ont pas fait là. D'avoir un monopole d'État sur d'avoir un monopole d'État sur EDF qui organise la production et la distribution d'énergie dans l'intérêt des Français, des entreprises françaises. Bref, ce genre de choses où on n'est pas de collusion, où ça ne puisse pas être possible. C'est-à-dire qu'on n'est pas, ça soit pas possible. Point. Et quand c'est pas possible. Point. Les choses sont claires. C'est pas possible. Qui est favorable ? Ah oui, tout à fait. Alors, si je peux en rajouter une, alors je pense que ça ira dans le sens. Je vous dis encore une fois, on n'a pas terminé sur l'état de la législation. J'espère qu'il va évoluer. Je ne pense pas que le deuxième quinquennat de Macron va faire évoluer spécialement la législation en matière de conflit d'intérêts. Mais il y a une idée qui pourrait être avancée, enfin, même si pour moi, il n'y aura malheureusement pas d'opposition au deuxième quinquennat de Macron, mais on en a déjà parlé dans la précédente émission. Ouais, ils avaient dit la République exemplaire. Là, il fera la République super exemplaire. Sans doute. Exemplaire New Game Plus. C'est beau d'y croire en tout cas. Ouais. Mais non, mais il y a une des solutions qui pourrait être retrouvée et qui renforcerait le rôle du Parlement. Ce pourrait être par exemple de subordonner la conclusion de contrats au-delà d'un certain montant. Par exemple, au-delà de 10 millions d'euros. Je sais pas, je donne un montant au hasard, puisque McKinsey c'était 12,83 millions. Eh bien, au-delà de ce montant, il y a une audition au Sénat
ou à l'Assemblée nationale, ou aux deux, des dirigeants de la société qui a été choisi par l'État, une audition préalable, pour voir... Parce que là, on a vu que le Sénat a fait son travail quand même. Si le Sénat... En fait, réfléchissez. Ce que je vous dis, c'est imaginer si, là, ce qu'a fait le Sénat, il ne l'ait pas fait après, mais avant. Ça aurait tout changé. Le mec, il serait arrivé pareil au Sénat, le gars de McKinsey, Donc, il leur a dit si, il n'y a pas de problème, en plus on paye nos impôts en France, bonne journée. Ouais, mais... Non, mais sauf que là, oui, sauf qu'ils se sont renseignés. Sauf qu'ils se sont renseignés très très vite. Oui. Et juste après, ils ont vu, ben non, c'était pas le cas. En fait, le Sénat a vraiment fait pour le coup ici son travail. J'ai beaucoup de reproches à faire au Sénat, mais sur le coup, il a bien fait son travail. Mais vous voyez, typiquement, là, le Sénat a bien fait son travail. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que le Parlement, pour ce genre de contrat important, une fois que l'État a choisi, il y a une prévalidation du Sénat. Ouais. Ça renforcerait le rôle du Parlement. Ça permettrait de régler des questions d'indépendance et des questions de corruption. Et puis oui, c'est ce qu'on disait avant, c'est-à-dire d'indépendance par rapport à des États étrangers. Par exemple, typiquement, je ne sais pas moi, un contrat sur de l'armement, bah, quand on choisit tel ou tel acteur étranger, telle entreprise, General Motors ou autre, bah, moi je trouve que c'est pas mal que le Sénat donne son mot et que le Sénat ait un pouvoir bloquant, typiquement quand on est sur des montants importants ou des sujets régaliens. Le Parlement, c'est la représentation des citoyens. Je trouve pas ça superflu comme proposition. Donc, s'il y a un candidat qui écoute ça pour 2022 ou 2027, moi, cette proposition, je pourrais la travailler bien volontiers. Mais en tout cas, ils sont 96% à être d'accord avec toi dans le chat ce soir et 4% à pas l'être. Donc, on salue les 10 électeurs d'Emmanuel Macron qui se sont perdus visiblement sur Twitch ce soir. Il ne devait pas y avoir grand-chose à regarder, donc ils sont là. On les salue quand même. Mais restez discrets. Ouais, c'est les petites mains de McKinsey. C'est les petites mains de McKinsey, merde. Et je crois que tu avais un truc que tu voulais dire en ce moment, je crois, sur la santé. C'est le deuxième coup de gueule, parce qu'on allait vérifier les petites infos. Donc, visiblement, tout le monde s'en bat les couilles en ce moment de cette histoire de santé. Macron répète à tous les gens qui l'interpellent dans la rue qu'il a augmenté le budget de 11 milliards, etc. Truc. Sauf que les lits d'EHPAD sont toujours en suppression. Les lits d'hôpitaux sont toujours en suppression. On mettra les liens. Et on l'a appris grâce au youtubeur Osons Causer, que je salue il y a maintenant quelques jours. On l'avait mis dans un replay d'émission récemment, que Emmanuel Macron oublie de préciser aux gens qu'il rencontre que les crédits généraux pour l'hôpital, prévus, donc qui ont été votés pour 2023, eh bien, sont inférieurs à ce qu'ils étaient avant la crise du Covid. C'est-à-dire que la courbe a été trop basse. Il nous a fait ça. Et pour 2023, on redescend là. Ah oui. Et le mec, droit dans ses godasses, c'est à la page 267 d'un obscur rapport illisible de l'Assemblée nationale, mais c'est un fait, c'est là, ce n'est même pas contesté. Et avant la crise de la Covid, pourquoi personne n'en parle ? Les urgentistes de France avaient fait un an de grève, faut-il le rappeler, avec Emmanuel Macron et Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, rencontrant les soignants, infirmiers, médecins, aides-soignants, aides-soignantes, en levant les yeux au ciel dès qu'ils se plaignaient. C'était à peu près la même chose, et ça, c'était il y a 3 ans. Bon. Donc rien n'a changé, ou plutôt, ça change toujours dans la même direction. Et je pense qu'il y a une omerta sur le sujet organisé par le pouvoir, car c'est le deuxième sujet d'intérêt des Français. Contrairement à ce que tu dis, le premier, c'est le pouvoir d'achat, le deuxième, c'est la santé. Et la santé est un sujet très particulier, parce qu'il convainc des gens qui seraient traditionnellement de droite au sens économique et qui pensent que le libéralisme économique c'est bien et que pourquoi pas privatiser des cliniques privées. Les 10 personnes, donc. En général, se rendent compte, quand ils sont touchés, eux, leurs enfants, leurs familles, eh ben, que tout le monde n'a pas 250 000 € à débourser pour un cancer. Voilà. C'est ça la réalité. Elle se sent vite. Et ce sont souvent j'ai souvent rencontré, je me suis toujours dit, c'est le meilleur axe pour les gens de gauche, par exemple, c'est le meilleur axe de campagne. Le meilleur. Vous foutez devant les hôpitaux, vous parlez aux gens qui sortent. Donc il y a les médecins, il y a les soignants, évidemment, mais il y a aussi les patients ou leurs familles. Et j'ai rencontré énormément de gens vraiment de droite libérale économiquement qui m'ont dit à moi, ou on dit à des proches, je me suis rendu compte avec le cancer de machin, d'un tel, de ma maman, en fait, qu'on n'aurait pas pu payer. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens formidables, les soignants, les médecins, les aides-soignants, ils sont au bout du rouleau, mais ils sont là, et ils donnent du temps, ils donnent de la vie, ils donnent de l'amour aux patients. Et tout ça, c'est à peu près pour pas grand-chose. En mode de paiement, enfin, on ne paye pas grand-chose, hein, parce qu'on a encore un système de santé qui tient un peu debout, même s'il est sabordé. Donc c'est un héritage. Et en plus, je pense que ça parle parce que ça fait partie pour moi, de l'identité française.
même pour ceux qui ne pensent pas a priori, ce côté de solidarité à la française par le soin et par l'hôpital est, je pense, essentiel. Or, ce que je voulais dire, c'est que j'ai rappelé donc cette grève avant la Covid. Eh bien, le 16 avril, il y avait une grève qui n'était pas très couverte, une grève des urgentistes. Bien sûr. Et il manque 60 000 infirmiers et infirmières. 60 000. Donc ça veut dire qu'a priori, les conditions de travail ne sont pas bonnes, les salaires ne sont pas suffisants pour qu'il en manque 60 000. Et aujourd'hui, catastrophe, exemple de catastrophe, c'est le département d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis, de la PHP, qui a fait une manifestation devant l'hôpital Saint-Louis parce qu'il risque de fermer dans les mois qui viennent par un manque d'infirmiers de nuit. Or, il faut savoir que le département d'hématologie, je le connais un tout petit peu parce que je fais des dons du sang très régulièrement, toutes les 5-6 semaines dès que je peux, de plaquettes et de plasma. Donc, l'hématologie, c'est ceux qui s'occupent du sang, des globules rouges, des globules blancs, des leucémies. Enfin bon, c'est un centre de recherche unique au monde, un des meilleurs au monde, c'est-à-dire qui rayonne dans toute l'Europe. Des gens de toute l'Europe viennent se former dans ce centre d'hématologie. Eh bien, ils risquent de fermer à cause de ça. Eh bien, c'est ça le bilan d'Emmanuel Macron dans la santé. Et c'est pas que le sien, hein, pauvre bonhomme. Il est la continuité plus agressive de politique. Non, mais je veux dire, c'était déjà sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande. C'est une tendance généralisée de destruction, encore une fois. Alors, on a parlé de destruction de l'État et du dépérissement de l'État, mais c'est la destruction des services publics à la française. Ça aurait été le thème de l'émission. De la République, non, mais de la République sociale et de l'hôpital. Dans un sens de privatisation. Il y a quand même des gens qui sont derrière, qui veulent s'accaparer le marché des retraites, BlackRock. Il y en a qui veulent s'accaparer le marché de la sécurité sociale. Il y en a qui veulent s'accaparer le marché des hôpitaux. Et il y a des pays, le pays modèle phare, le plus extraordinaire qu'on ait jamais vu dans l'histoire de l'humanité, les États-Unis, fonctionnent comme ça. On a une médecine à 2, 3, 15 vitesses, où des gens, en fonction de l'argent qu'ils ont, peuvent se financer. Là, il y a un profond changement qui est déjà perceptible et malheureusement, les Français sont attachés à la sécurité sociale. Les gaullistes, les communistes, d'autres avaient fondé cette espèce de pacte social et national au sortir de la guerre. On est en train de sortir de ce modèle sans dire aux Français qu'on en sort. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que la part des impôts devient de plus en plus importante par rapport aux cotisations. Donc on va passer d'un système où l'État, où Bercy va avoir de plus en plus de poids. Et c'est Bercy qui, demain, va dire ce que sont les dépenses, par exemple, sociales, médicales, qui doivent être acceptées ou pas. C'est le risque majeur. Ensuite, on voit bien qu'il y a un modèle qui change, c'est-à-dire qui se rapproche du modèle anglo-saxon, où on a un filet de sécurité pour les plus pauvres, donc on augmente les minima sociaux, et puis les autres, ils se débrouillent, c'est-à-dire qu'on désindexe les retraites, on désindexe les prestations familiales. Ça, c'est une atteinte au principe d'universalité qui veut que chacun puisse cotiser en fonction de ce qu'il gagne, en fonction de ses moyens, mais tous reçoivent une prestation équivalente. Et ça, ce principe, il est écorné. On va progressivement, finalement, on se dirige vers un modèle à l'anglo-saxonne qui n'est pas le modèle français. Et j'aimerais, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir. C'est génial. C'est avec Denzel Washington, en plus il joue super bien. Il s'appelle John Q. John Q, ça veut dire Jean du genou en anglais. John Q. Et il joue un gars de la petite classe moyenne de Pittsburgh, enfin on s'en fout, d'une ville américaine. Sa femme est infirmière, bon voilà. Et puis ils ont un gamin, puis le gamin tombe par terre en jouant. En fait, il a un problème au cœur et il va à l'hôpital. Et on lui dit, ça va coûter tant, je sais pas, 1 million, c'est un truc improbable. Et il veut pas. Et puis sa femme, à un moment, lui dit, mais fais quelque chose. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend des armes et il prend en otage l'hôpital. Ça, c'est possible comme scénario aux États-Unis. Parce que c'est ça vers à quoi tend le macronisme et le néolibéralisme en général. C'est la destruction de l'hôpital public et où on a une médecine à 2 vitesses, où on peut faire des scénarios avec des grands acteurs à Hollywood, avec Denzel Washington, où on prend en otage un hôpital pour faire soigner son gamin. Voilà. John Q, allez voir. Assez extraordinaire. Il y a un autre sujet dont je voulais parler, c'est quelques questions qui sont beaucoup revenues, alors qui touchent un petit peu... même si on a essayé d'éviter ce sujet dans l'émission, des questions qui reviennent beaucoup de la part de la communauté concernant le grand enjeu de ce week-end. Donc, le second tour des élections présidentielles. Beaucoup de gens ne comprennent pas, et moi le premier, je vais vous dire, là on va revenir un peu à de la politique politicienne. Macron a pris un bide à Marseille. Personne. Il enchaîne les sorties polémiques, les rencontres de terrain qui se passent mal, les meetings sont foireux, personne ne peut le piffer, mais il est toujours en tête.
Comment est-ce que c'est possible d'être premier en intention de vote en ayant un parti politique qui ne fait pas la taille d'un club de pétanque de province? Vous avez la réponse avec le score d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est celui qui a rassemblé le plus... L'élection, ce n'est pas uniquement les militants et la ferveur, même si ça compte. Éric Zemmour a sans conteste rassemblé le plus grand et d'ailleurs de qualité effectif militant de toute la campagne. Pourtant, il a fait un score jugé comme décevant, il a fait 7%. À l'inverse, Emmanuel Macron est en tête avec 28%. Et ces meetings, on ne peut pas dire qu'il y avait foule. Et effectivement, le dernier meeting à Marseille, pourtant, c'est Marlène ça. Schiappa fait ce qu'elle peut. Jérôme, Saint-Martin, ça marche pas. Ben non, mais en fait, parce qu'il faut comprendre ce que c'est le macronisme. C'est-à-dire qu'en fait, le macronisme, c'est l'alliance essentiellement de deux jambes qui ne sont pas des sociologies de meeting, c'est-à-dire les bourgeois urbains plus aisés que les autres, les bobos, mais pas que, il y a des bobos de gauche et des bobos de droite. Et vous avez, il y a le 6e arrondissement, il y a le Marais, pour vous la faire courte. Voilà. Vous avez les retraités et les boomers. Ces gens-là... 18-25 ans. Pardon ? Et les 18-25 ans. Oui, mais plus marginalement. Oui, plus marginalement. Mais là, je cite les deux grosses branches, les deux grosses jambes. Et ces deux jambes-là, si vous voulez, ils ne vivent pas pour la politique. Macron, c'est un candidat de la post-politique. Hein. Il faut bien comprendre ça. Ils s'y intéressent 15 jours avant, ils savent mieux que tout le monde, ils sont insupportables. Oui, et puis en fait, c'est pas ça. Sarkozy, on avait les mêmes à l'époque. Ils n'attendent pas des vibrations comme on attendrait dans, vous voyez, par exemple, dans un meeting de Jean-Luc Mélenchon, dans un meeting d'Éric Zemmour, un meeting de Marine Le Pen. Non, mais il y a une vibration, il y a quelque chose qui passe. Vous savez, c'est Peggy qui disait dans la politique, il y a de la mystique. Il n'y a pas de mystique pour ces gens-là, parce qu'ils sont dans un monde post-moderne, post-matérialiste. Enfin, justement, un monde matérialiste et post-moderne. Donc, le meeting, c'est pas ça qui doit être le point fort de Macron. Macron, ce qui l'intéresse, c'est de mobiliser sa classe, la classe des gagnants, ceux pour lesquels il travaille, c'est-à-dire les boomers qui ont bien réussi leur vie. Je ne parle pas de tous les retraités, parce que je fais un studio sur les réseaux sociaux, mais bon, manifestement, cette catégorie, cette génération a un peu de mal, elle est un peu obnubilée par elle-même. Dès qu'on dit... qu'on catégorise les boomers, elles pensent « Mais moi, j'ai manifesté contre. » Je m'en fous de toi. Je parle d'une catégorie de personnes, donc arrête de penser que à toi. C'est très typique de ta génération. Ça me permet de leur répondre. Et les bourgeois urbains, qui sont les gagnants de la mondialisation, qui sont très contents de voir des esclaves Uber qui arrivent pour leur livrer leur repas le midi, alors qu'ils pourraient tout simplement faire 2 pas dans la rue pour aller acheter un truc. Donc, si vous voulez, Macron ne dirige pas pour toute la France, donc il n'a pas intérêt à rassembler le plus large... public possible. Il dirige pour une catégorie particulière, pour une classe, pour une ou deux classes en particulier. Et après, il y a le second tour. Et le second tour, c'est diaboliser son adversaire et d'en appeler au fascisme pour essayer de gagner comme il a fait en 2017 et comme il espère faire en 2022. Donc, pour vous répondre en définitive, ça ne me surprend pas, mais ce n'est pas l'objectif. Quand bien même il n'y aurait que 10 personnes dans le meeting de Macron, je pense qu'il ferait toujours le même score. Donc, c'est circonstanciel. Il n'y a pas un enseignement général à tirer qui serait la mort des partis politiques. Ah non, mais arrêtez. Là, franchement, excusez-moi, c'est un coup de gueule. Mais on a prophétisé tellement la mort des partis politiques. Moi, je me souviens en 2017. Ah, pardon, mais je veux dire, quand on disait « Ah oui, bah ça y est, les vieux partis traditionnels, oui. » Ça, d'accord. Mais pas des partis politiques. Quels sont les 2 partis politiques qui ont fait les meilleurs... Enfin, les partis politiques qui ont le plus brillé à cette élection-là et l'élection de 2017 ? Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'en termes de parti autocratique et centralisé, on est bon. Oui. Le Rassemblement national, c'est pareil. Et le 3e parti politique, c'était En Marche, qui était fondé sur une seule personne et qui dirigeait absolument tout. Mais qu'est-ce que c'est un parti politique ? C'est un appareil qui permet la conquête du pouvoir au travers des élections. Point. C'est ça la définition d'un parti politique. Okay. D'accord ? Donc, au contraire, ce qu'on voit, c'est le renforcement des partis politiques. Qui va foutre des tracts sur les marchés, c'est les gens qui font du truc de Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de la France Insoumise ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens du Front National, Rassemblement National et autres ? C'est ça. Justement, pas Macron. Mais Macron, alors oui, mais parce que ça a été en 2017. Il n'y a pas de militants. Alors, c'est pas la mort des partis, c'est la mort du militantisme. C'est la mort du politique. Ou en tout cas, une sociologie qui a abandonné le politique, qui est ce que je vous disais, dans une vision très postmoderne, au fond. Le politique, quand on fait les élections, c'est pour choisir des gestionnaires. Quand vous écoutez les électeurs de Macron, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'en fait, généralement, ils se fient beaucoup plus à des questions d'image, mais ce qu'ils attendent, c'est un gestionnaire. Emmanuel Macron, il ne va pas débattre avant le premier tour. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Écoutez, si vous aimez les foires, il faut qu'il débatte. Aucun président ne l'a fait, donc je ne vois pas pourquoi il le ferait. Justement, Emmanuel Macron, il se dit disruptif, justement, il pourrait faire un changement cette fois-ci. Vous n'avez pas tort. Mais vu les conditions, je pense qu'il a d'autres missions à remplir et d'autres préoccupations.
Je pense que les Français ont besoin d'un homme d'État et du coup, il n'y a pas besoin de cette confrontation d'idées. On connaît ses idées, on connaît son programme, on va le développer. Lui, il est très très bien dans son rôle de chef d'État. On a besoin de cette stature-là. Puis vous savez, à côté, je le vois mal débattre avec M. Poutou, que je respecte beaucoup, avec 11 candidats différents. Avec cette bande de prétendants au poste de président de la République qui sont aussi nuls l'un que l'autre. Les gens qui sont en face de lui sont, je voudrais pas être mauvaise, plutôt minables. Donc je pense qu'il n'y en a aucun qui a le niveau. C'est un désastre, c'est scandaleux de voir une classe politique aussi peu honnête déjà, et qui a des propos qui ne sont pas du tout dans le ton d'une campagne présidentielle. Il est au-dessus de la mêlée, là, ça n'a même pas aucun rapport. Mais c'est intéressant pour le débat démocratique un peu, non? Oui, mais pas assez. Il n'y a pas assez de temps pour débattre avec 11 personnes, tous les sujets, en plus avec ce conflit en Ukraine, que voulez-vous qu'ils disent? Parce qu'ils sont dans la post-politique. Voilà. Mais ce n'est pas la mort des partis politiques. Ok. Je rejoins tout ce qui a été dit, en particulier pour l'électorat macroniste. Puis bon, c'est difficile, c'est quand même 70%. Bon, effectivement, comme catégorie sociologique, c'est 70% des plus de 65 ans votent pour Emmanuel Macron. Bon, c'est des gens qui sont fatigués, ne peuvent pas toujours se déplacer avec leur déambulateur en manifestation. Donc bon, c'est normal qu'ils ne soient pas toujours en meeting. Du côté de Marine Le Pen, c'est la France périphérique, ça va sur une carte. C'est 20 000 communes où elle arrive première, mais c'est 20 000 communes quand on voit la répartition. À moins de prendre des bus, des voitures, c'est compliqué. Par contre, Jean-Luc Mélenchon, s'il avait... il a raté de peu la marche du second tour. S'il avait été qualifié, il faisait le Prado avec 100 000 personnes à Marseille. Sans problème. Paris, c'est 180 000. Il se mettait à la place de la République. On en avait partout. Bon, d'abord parce que sociologiquement, son électorat, c'est celui des diplômés, de ceux qui sont plutôt militants, des gens des villes, donc plus facilement mobilisables à un coup de bus Très formé, et un coup de métro, même physiquement, pour se déplacer. Qui sont conscientisés, mais ça n'aurait pas signifié qu'il aurait gagné l'élection. Voilà. Donc c'est pas nécessairement, donc je suis d'accord, c'est pas nécessairement corrélé, voilà. Et par contre pour Emmanuel Macron, je comprends pas très bien. Je pense qu'il y a un phénomène d'hubris, et c'est pas sûr que ça lui profite beaucoup que de sortir et de s'engueuler avec des citoyens français en leur disant par exemple vous connaissez pas la vraie vie. Bon. Non mais c'est génial. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie, non, ça vous dites ça, monsieur Macron. C'est mal préparé, et vous avez ça, et en même temps, toute une série de gens qui invectivent, qui lancent des anathèmes à ceux qui vont voter pour Marine Le Pen. Alors, souvent, ce sont plutôt des gens des bourgeois, quoi, qui invectivent des prolétaires, on va le faire simple. Parce qu'ils vont voter pour le fascisme. Je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça aide beaucoup Emmanuel Macron en fait. On sait par exemple après analyse que le référendum sur le TCE, une partie de la victoire du non a été obtenue sur cette incitation permanente à éviter les 10 plaies d'Égypte. Voilà. Et donc, oui. Il faut dire aussi une chose, c'est que ces insultes, là, ce que vous disiez sur les insultes de fascisme, aujourd'hui, ça devient contre-productif parce que on en parlait un peu avant, ça devient ridicule et ça ne marche plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup, moi je vois les éditos de Libération ou même de France Inter, je tombe de ma chaise, mais aussi même sur YouTube. Vous avez des collègues youtubeurs qui s'en donnent à cœur joie. Tu vas dans un village parler à des petits vieux qui votent des FN, tu leur dis vous êtes des fachos, ils vont te répondre les mêmes arguments que Greg Tabibian sur Twitter. C'est ça. Ils vont dire Macron c'est pire que Marine, puis ça va les immigrés, les LGBT, elle va pas pouvoir faire son truc, puis bon il y en a quand même un peu trop, mais ouais non mais après oui, mais je vous jure. En fait ils se rendent pas compte que ce qu'ils font est contre-productif au niveau de l'objectif visé et vis-à-vis de leur image. Ils n'ont pas vu que c'est ce qu'on a fait avec Jean-Marie Le Pen père pendant 25 ans, que ça n'a jamais marché. Non mais vis-à-vis de leur image aussi. J'étais en débat il y a une semaine sur une chaîne sur C8, je retouche pas mon poste, autant le dire, face à une militante écologiste qui était persuadée, alors je pense que l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, c'était
je le disais, un mix entre l'Afrique du Sud et l'État allemand entre 1933 et 1945. Ces gens pensent... Déjà, ces gens n'analysent pas le quinquennat qu'on a subi en termes de privation de liberté. Enfin, ça a été monstrueux. Quoi. Je veux dire, je vous parle des différents confinements, de tout ce qu'on a subi de passes, etc. Et ils ne se rendent pas compte que... On peut penser ce qu'on veut de Marine Le Pen, etc. Mais de dire que Marine Le Pen, c'est le fascisme, enfin, je veux dire, faut vraiment être stupide. C'est ce que tu disais l'autre jour. Il n'y a pas de mouvement fasciste en France. De toute façon, un front républicain, puisque Macron n'est pas la République. Enfin, il l'a détruit. Il est l'autoritarisme. Je sors une vidéo dans 24 ou 48 heures, je vous spoil, qui sera un hors-série sérieux intitulé « Emmanuel Macron est d'extrême droite ». Clairement démontrer que ceux qui disent à gauche... Il a fait des dispositions légales qui sont totalement liberticides. Si justement des fascistes, imaginons qu'elle soit fasciste, Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir, elle aurait un appareil alors là, répressif. Qui disait ça l'autre jour, Emilia, qui disait attendez, Marine Le Pen peut très bien mettre en place un régime dictatorial en France, mais parce qu'Emmanuel Macron a tout fait rentrer dans le droit commun, les gars. Et je me souviens, c'est très intéressant, et l'auteur, son nom m'échappe, l'auteur de la bande dessinée, enfin d'un reportage photo plutôt, BDisé, La Présidente. Il l'avait fait à l'époque de l'élection de François Hollande. En fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ce qu'il craignait a été fait par François Hollande en termes de privation de liberté et de possibilités données à la répression, en particulier des mouvements populaires. Ça s'est aggravé sous Emmanuel Macron. Donc, certains qui pensaient que ça serait le Rassemblement national, qui peut-être l'aurait fait, c'est pas pour dire qu'il ne l'aurait pas fait, mais en fait, a été fait par d'autres. Elle leur donnerait des outils justement de répression assez élevés. Mais le même auteur a refait un tour sur cette France périphérique, parce qu'il avait choisi 4 ou 5 villes, petites villes, des bleds tenues par, entre autres, Alain Beaumont, par le Rassemblement, enfin le Front National, et il dit lui aussi, il constate qu'il y a une force populaire de vote de classe. Et là, on a un affrontement. Alors, c'est analysé par tout le monde, par Emmanuel Todd, par Guy Louis, par Gaël Brustier, c'est l'auteur de cette bande dessinée. On est dans une situation, comme ça n'a jamais été jusqu'à maintenant, de vote de classe contre classe. La question est qui va réussir à mobiliser le plus ses électeurs. C'est celui qui va gagner. Il y a une question ce soir, une seule question Tipeee, qui a été posée par Vive le Groenland libre. Aucun rapport, réponse rapide, qui nous dit on parle peu de l'américanisation de la société française par la culture, l'économie, la gastronomie ou encore le management d'entreprise. Ne serait-ce pas là le plus grand danger de la France à long terme? Alors d'abord, Groenland, oui, vous avez raison. Moi j'ai dit plusieurs fois, et c'est ce que j'avais répondu à un séide de Zemmour. Je lui ai dit, dans son grand remplacement, le grand remplacement numéro 1... Vous m'avez piqué ma phrase. Je l'avais déjà fait plein de fois, donc je la maîtrise. Le grand remplacement, c'est le grand remplacement, c'est l'américanisation de la société. Et il y a une chose contre laquelle il est très très difficile de lutter, en particulier avec les jeunes, c'est la surexposition par les différents écrans, et en particulier les séries, à une manière de voir le monde par le biais de la société anglo-saxonne, en particulier américaine. C'est comme ça. Voilà. Vous avez sûrement entendu en tant qu'avocat ces jeunes qui ne veulent pas prêter serment sur la Bible ou le truc, machin, mais il n'y a pas de serment chez nous, ça marche pas comme ça. Quand c'est ridicule, c'est les... Je vois ça en Est-ce que vous avez lu mes droits et tout? Oui, ou en première année. Moi, vous avez un mandat? T'as pas de droit. J'ai des étudiants en première année de droit. J'en ai un, je me souviens une fois, il a commencé, parce qu'on fait des exercices d'oreille, il commence et il dit « Votre honneur ». Alors je l'arrête tout de suite, je dis « Votre honneur, c'est aux États-Unis ». C'est dans le Sud, ça n'a rien à voir avec la France, mais ils sont pétris de culture américaine. Alors c'est pas une mauvaise culture en soi. Le vrai problème, c'est que ça remplace... Oui. Je dis votre honneur. Hein. C'est l'autre. Ah oui. Bon, il l'a plus jamais dit après. Ouais, j'ai une super culture. Moi, j'adore les États-Unis. J'y ai vécu, mais c'est bien quand les États-Unis sont aux États-Unis. C'est comme, je sais pas, le Sénégal, c'est très intéressant, mais c'est bien que le Sénégal soit le Sénégal, le Japon, le Japon. Mais là, effectivement, là, pour le coup, s'il y a un vrai grand remplacement, c'est celui-là, et lui, il est très, 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 très réel. Dans les entreprises, c'est McDo, violent. je crois, avait remplacé le bacon des McBacon par du bacon halal d'Inde. Où les gens, les identitaires avaient gueulé, ou non, c'était Quick, genre oui, le Quick halal. Le Quick halal, nos cheeseburgers sont halal. Il y a un problème dans ta phrase au départ avec tes cheeseburgers. Ouais. Ça a commencé. Après, je comprends le truc de fond. On peut combattre les deux. On peut combattre les deux. Non, mais voilà. Oui, mais c'est parfois un peu drôle. Je comprends. Non, mais je comprends. En fait, il y a une menace qu'on ne veut pas voir souvent, effectivement, mais c'est une menace qui existe depuis quand même un certain temps, qui s'est accélérée après la chute de l'Union soviétique. C'est l'américanisation. Puis je rajouterais une chose par rapport à Éric Zemmour, c'est qu'il ne voit pas la plus grande menace qui soit à la civilisation. D'ailleurs, qui est critiqué dans tous les grands
dans tous les grands livres religieux. C'est le diable, c'est Mahamon, sous sa figure de l'argent, Mahamon. Ah oui, putain, j'ai cru qu'il nous faisait un truc catho à la fin. On l'a perdu. C'est Moïse et le veau d'or. C'est Jésus qui fouette les marchands du temple. C'est l'interdiction de l'usure. Qui les chasse, pardon. Du temple. Il les fouette pas, je crois. L'interdiction de l'usure. Hein, c'est des représentations d'enfants. Je me souviens c'était des BDS. On va se retrouver avec cet extrait sur égalité, réconciliation. Ça va mal finir encore. Non, je vois pas pourquoi. Et donc là, on a une. Je suis pas sûr qu'il y ait même beaucoup égalité et réconciliation. Non, mais justement, le couper pour se le mettre. C'est la privatisation de tout. C'est la marchandisation de toute chose, y compris du vivant. C'est l'instauration du calcul égoïste dans tous les rapports sociaux. C'est ça le mal du monde dans lequel on est, en particulier l'Occident et en particulier la France. C'est là qu'est le grand drame. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie de la résistance, on va le formuler comme ça, je ne sais pas si c'est bien formulé en disant résistance, mais une partie de ceux qui vont dans des endroits qui sont perdus de la République, parce que perdus de multiples manières de la République, mais qui n'ont plus de service public, qui n'ont pas de travail, et voient dans des communautés une forme de résistance à ce rouleau compresseur. Et c'est malheureusement, si on n'a pas d'élan collectif, si c'est pas chouette la France, s'il n'y a pas quelque chose de positif à être français, s'il n'y a pas un avenir spécifique proposé, mais que c'est juste être une sorte de petit à petit de banlieue de Washington, c'est sûr que c'est pas très sexy pour les gens. Ah, mais moi je ne peux que rejoindre, d'autant qu'à droite, moi j'appartiens plutôt à une école qui est plutôt une école même complètement anti-libérale, parce qu'à droite il n'y a pas que les libéraux. D'ailleurs, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est qu'il y a aussi des libéraux qui partent de la gauche. Le libéralisme au sens philosophique au départ, c'est quand même la loi du contrat. La loi du contrat, on va pas refaire l'histoire des idées politiques, mais ça a un certain écho aussi à gauche. On salue les amoureux de Jean Stuart Mill. Hashtag Rousseau, voilà. Non, mais du coup, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est-à-dire que mais ça, c'est quelque chose, je trouve, qui s'est beaucoup éveillé à droite. C'est-à-dire que je trouve que la droite libérale a perdu... Enfin, moi, je parle de ce que je vois. Je trouve qu'elle a perdu beaucoup de terrain par rapport aux années 2010, enfin, surtout en 2010. Je trouve que la droite libérale a beaucoup perdu. Regardez le score des Républicains. Typiquement, les Républicains, c'est la droite libérale. Ils font 4,5. Voilà. Éric Zemmour, je tempère un petit peu, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour, en fait, il a tout fait sa campagne sur l'identitaire et en gros, sur le libéralisme. Enfin... Éric Zemmour, philosophiquement, quand vous suivez ses positions, on parlait de ça se dispute un peu avant, les débats avec Domenech ou avant, il est fondamentalement anti-libéral. Il a lu Michéa. Si, il est. Non, mais il suffit de taper Zemmour libéralisme sur Google, vous trouverez des saillies contre lui. Sauf que. Il vomit du Michéa et du Kluskar à longueur. Il a un programme économique qui est proche de Macron. Non, mais j'arrive. Sur les valeurs, le conservatisme, les mœurs. J'arrive, c'est juste qu'il est entré dans la politique. Et à partir du moment où il est entré dans la politique, quand vous entrez dans la politique, c'est un peu différent du monde des idées. Il a été obligé de faire un choix, et de faire un choix sociologique. Et une des sociologies sur lesquelles il s'est appuyé, enfin en tout cas au départ, c'était une sociologie plutôt de la droite, Cato, Fillon, qui est plutôt une droite bourgeoise et qui est plutôt une droite libérale conservatrice. Même si moi, je vais être très, très, très orgueilleux, un petit peu éduqué, je sais que les libéraux conservateurs, c'est un peu comme les juifs nazis, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la contradiction fait tout péter. Il suffit juste de lire Bichéa ou même si vous êtes des critiques de gauche, quand vous lisez Proudhon. Proudhon avait écrit un petit livre sur la pornocratie, la pornocratie, et il expliquait très bien les liens incestueux entre les libertaires et les libéraux. Et comment le libéralisme, c'est pour ça que les libéraux conservateurs, ils manifestaient dans la rue contre le manif pour tous, mariage pour tous, mais en attendant, économiquement, philosophiquement, ils restaient des libéraux. Et quel était le meilleur argument des anti-mariage pour tous? C'était un argument libéral, c'était de dire, mais qu'est-ce que ça te retire, le fait que je me marie avec un autre homme, en quoi ça t'enlève un droit, en quoi ça atteint ta liberté? Et ça, on arrive au cœur nucléaire du libéralisme. Le cœur nucléaire du libéralisme, c'est la loi du contrat. Tiens, il y a une loi, peu importe tous les courants, tous les différents sous-courants, machin, etc. C'est ma liberté s'arrête là où commence la liberté d'autrui. En dehors de ça, je fais ce que je veux. C'est une privatisation du bien commun, ce qui nous fait des rapprochements d'ailleurs avec certaines personnes de gauche. C'est une privatisation progressivement de l'espace public. Et cette logique-là, cette logique libérale, c'est une logique qu'il faut voir de manière globale. Il y a une critique du libéralisme
à gauche, bien entendu. Mais il y a aussi une critique du libéralisme à droite. Marine Le Pen la porte d'ailleurs plutôt, je trouve. Ensuite, il y a d'autres courants de pensée à droite, au-delà des partis politiques, qui la portent. Et je pense, c'est pour ça que je terminais en parlant du score de Pécresse, je pense que vraiment, c'est la sociologie, c'est la thématique d'avenir. C'est vraiment de lier ça. On est dans un monde progressivement qui se privatise, qui s'individualise, où tout se rétrécit, où on a de moins en moins de communs, de collectifs, d'émotions collectives. Et ça, le libéralisme, ou en tout cas l'idéologie libérale, qui conduit parfois à des absurdités telles que les idéologues libéraux ne l'avaient pas imaginé. Par exemple, le capitalisme de connivence. Le capitalisme de connivence, on se dit, ah bah ça, c'est pas du libéralisme. Sauf qu'il y a des critiques qui ont expliqué que le libéralisme, l'idéologie libérale, dans son application, parce que c'est une utopie, arrive à du capitalisme de connivence. Oui, mais là, j'ai ouvert une énorme brèche à la fin. Ça fait déjà 1h47, voilà. Et là, il faudra qu'on en fasse une édition spéciale où tu affronteras Mathieu Slamin. Quand tu veux. Voilà, mais tout le monde le demande. Parce que là, ça va gueuler pour le coup. Là, parce que on ira sur des questions de droit aussi, bien évidemment. Mais juste sur ces courants-là, y compris Marine Le Pen, quand on regarde son programme et quand on écoute ce matin Bardella sur France Info, en termes économiques, c'est le libéralisme économique. Il n'y a rien à faire. Ils n'arrivent pas. Ils tapent contre ce mur, ils n'arrivent pas à dépasser. C'est vrai. Là-dessus, c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens soulignent qu'elle peut mettre ce qu'elle veut de social dans son programme, c'est soit inapplicable, soit qu'ils se trahissent au final dès qu'un micro est tendu. Ah, Bardella ce matin, c'est clair. Oui. Ouais. Je l'ai pas vu ce matin, Bardella. Pourtant, il y a pas mal de gens qui m'ont dit va le regarder, mais j'ai pas vu. Oui, il parle bien, mais c'est un libéral. C'est pas possible. Voilà, économique, je veux dire. Au niveau économique. Enfin. Bon, oula, on sera pas d'accord. Et comme d'habitude, c'est la conclusion de l'émission qu'on commence à s'engueuler. La prochaine fois, on essaiera de faire ça dans le sens inverse. On va arriver à faire s'engueuler les invités parce que je sais que vous réclamez du sang. Merci aux 3500 personnes qui étaient là en permanence ce soir. Merci à tous ceux qui ont sub. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à la régie. Merci à mon meilleur ami. Merci à ma mère. Merci à ma femme. Merci à ma femme, parce qu'à chaque fois elle dit voilà, du coup tu jamais dis toujours tes potes et bourré, mais pas moi. Merci à tous d'avoir été là, merci Cognac Jet, à vous les studios.